commission. Mais merci à tous pour votre présence. Merci à nos intervenants. Donc, nous accueillons aujourd'hui plusieurs invités pour échanger sous forme de table ronde sur le sujet de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, sujet extrêmement important qui nous anime, qui anime beaucoup de nos rencontres et échanges. Je vous indique quand même que cette commission est retransmise, donc nous sommes filmés sur les réseaux et donc sur le site du Sénat. Alors, nous accueillons aujourd'hui Madame Catherine Guettier, professeure et chef du service anatomie et cytologie pathologique de l'hôpital Bicêtre, David Gruson, fondateur d'Etikia et directeur du programme Santé de Jouve. Merci, je ne suis plus directeur du programme Santé de Jouve, mais Etikia, ça marche bien. D'accord, en tous les cas, voilà. Bon, très bien. Je l'ai été, c'était très bien. Monsieur Lucas Mollo, donc vice-président de l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé et vice-président et directeur médical du laboratoire Pfizer France. Madame Mélina Gilbert, responsable médecine fondée sur les faits du laboratoire AMGEN. Et Monsieur Thomas Séjourné, manager de l'unité données de vie réelle du laboratoire Sanofi. Je rappelle que la délégation à la prospective conduit actuellement une mission d'information sur l'intelligence artificielle et l'avenir du service public, notamment dans le domaine de la santé. Et c'est à ce titre que nos collègues rapporteurs, qui vont certainement nous rejoindre, Christian Redon-Sarrazy et Anne Ventalon, ont été invités à participer à cette rencontre, à cette table ronde. Et donc, s'ils nous rejoignent, nous serons amenés à leur donner la parole après les interventions. Pour peut-être vous donner un contexte général, la proposition de règlement européen sur l'intelligence artificielle, validée depuis février par la France, définit un système d'intelligence artificielle comme un logiciel développé au moyen d'une ou plusieurs techniques telles que l'apprentissage automatique, les approches statistiques et celles fondées sur la logique et les connaissances et qui peut, pour des objectifs définis par l'homme, générer des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant l'environnement avec lequel il interagit. Alors ça mériterait que je vous la répète plusieurs fois, mais c'est la définition, elle sera dans le compte-rendu. Je pense qu'on pourrait d'ailleurs faire une table ronde simplement sur cette définition. L'intelligence artificielle est un formidable outil d'accélération des progrès de la médecine, nous le savons, et de transformation de notre système de santé. Bien loin des visions futuristes de science-fiction, l'intelligence artificielle irrigue déjà la pratique médicale et soignante, comme en témoigne l'utilisation de robots chirurgicaux capables d'opérer à distance, l'appui au diagnostic et l'aide à la décision médicale grâce à des algorithmes sophistiqués ou encore le développement de la médecine prédictive. Les innovations dans le champ de l'intelligence artificielle contribuent à transformer notre système de santé. Elles doivent être soutenues grâce à des programmes de recherche ambitieux. C'est l'ambition d'ailleurs du plan Innovation Santé 2030. Je pense qu'on évoquera ce sujet pour en avoir à la fois le contexte et les orientations. S'il y a des signes de grands espoirs pour la prise en charge des patients et le système de santé de demain, l'éthique doit rester au cœur de nos préoccupations et c'est pourquoi nous avons souhaité donner toute sa place à cette question dans notre table ronde. La question de l'utilisation des données individuelles est notamment au cœur des enjeux. Je vais maintenant très rapidement céder la parole à nos différents intervenants. L'idée, c'est peut-être que vous présentiez peut-être en propos liminaires et très vite, nous puissions, à partir de cette thématique, rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc nous allons ensuite ouvrir le débat et comme je l'ai évoqué, nous donnerons la parole à nos rapporteurs ici présents. Voilà, donc, et ensuite ce sera surtout un jeu d'échange, questions-réponses avec les différents commissaires des affaires sociales ici présents, de façon à ce que nous ayons à peu près, je crois, en 1h30, c'est ça, eu l'occasion de faire, j'espère, certainement pas le tour de la question, mais au moins poser un certain nombre d'enjeux et de situations. Voilà. Je vous remercie. Donc je vais commencer peut-être par Mme Guettier. Je vous laisse commencer. Avec plaisir. Merci. Je m'appelle Catherine Guettier, donc je suis professeur des universités, praticien hospitalier dans une discipline qui est un nom compliqué, l'anatomie et cytologie pathologique. On l'appellera la pathologie pour faire court et à l'anglo-saxonne, ça sera beaucoup plus simple. Je suis très intéressée par le développement de l'IA dans ma discipline et on a été précurseur dans le service pour un préalable indispensable en pathologie à l'intelligence artificielle qui est de passer des lames de verre aux lames numériques.
Voilà, donc je vous remercie beaucoup de cette invitation dont je suis très, très honorée. Et je vais essayer en quelques mots de vous montrer tout l'apport de l'IA pour ma discipline, donc la pathologie, qui est une discipline médicale qui a un rôle pivot en cancérologie. Les pathologistes reçoivent des prélèvements tissulaires des patients, soit des biopsies, soit des pièces opératoires, pour fournir le diagnostic de la maladie et pour fournir des informations pronostiques qui vont aider à la prise en charge des patients. Et donc, comme je l'ai dit, l'implémentation de l'IA est importante et probablement c'est une des disciplines avec l'imagerie radiologique où l'impact de l'IA va être fondamental. Donc ces prélèvements tissulaires font l'objet d'un processus technique, je vous explique en quelques mots pour que vous compreniez, qui vont être examinés traditionnellement au microscope par les pathologies sur des coupes tissulaires très fines, colorées, que l'on dépose sur des lames de verre. Donc, indispensablement, il faut passer à la pathologie numérique pour pouvoir appliquer des algorithmes d'IA sur les lames numériques. Alors, qu'est-ce que c'est que les lames numériques? Eh bien, c'est tout le contenu visuel des lames de verre qui est accessible sur des écrans d'ordinateur avec une haute résolution. Et ce passage à la pathologie numérique, c'est un point important pour ma discipline, est lent, n'est pas encore complet, mais est inéluctable. Alors pour en revenir à l'intelligence artificielle, en pathologie, il y a deux grands types d'algorithmes. Les algorithmes d'aide au diagnostic qui reproduisent les tâches du pathologiste mais de façon plus rapide et plus fiable, et les algorithmes prédictifs capables de prédire le pronostic de certaines tumeurs ou capables de prédire les anomalies moléculaires de tissus tumoraux sans même avoir fait d'analyse biologique. Je voudrais vous donner un exemple de chacun de ces deux types d'algorithmes. Pour les algorithmes d'aide au diagnostic, les meilleurs exemples sont probablement les algorithmes qui permettent de dépister les foyers de cancer dans les biopsies de prostate. Lorsqu'un taux de PSA dans le sang est élevé chez un homme, l'urologue va effectuer de nombreuses biopsies qui vont être de la prostate, qui vont être examinées soigneusement par le pathologiste pour détecter tous les foyers et micro-foyers de cancer. C'est une tâche qui est très longue, qui est très fastidieuse. Il y a en moyenne 26 lames par patient. Et donc le recours à ces algorithmes, et il y en a plusieurs maintenant qui sont validés pour l'usage clinique, permet de gagner du temps, 20 à 30 secondes pour la lecture d'une lame, et également d'augmenter la fiabilité diagnostique pour le dépistage des micro-foyers. Alors dans ce contexte, le pathologiste reste maître du diagnostic. C'est lui qui va valider les résultats de l'analyse fournie par l'algorithme. Un autre exemple pour les algorithmes prédictifs, l'algorithme Relapse de la société Owkin est un algorithme prédictif dans le domaine du cancer du sein. Il s'applique aux cancers du sein précoces qui sont opérés d'emblée et permet de fournir une indication, une prédiction pronostique sur le risque de survenue de métastases à 5 ans après la résection chirurgicale de la tumeur. Alors cette prédiction fournie par l'IA, qui repose sur l'analyse de la lame numérique, est un ensemble d'éléments d'image qu'on appelle les pixels, améliore le pronostic que l'on faisait pour l'instant à partir de facteurs cliniques et histopathologique d'examen de la tumeur et permet d'éviter une chimiothérapie inutile à un grand nombre de patientes. Et ça, c'est quand même très important dans le contexte de désescalade thérapeutique dans les cancers. Alors, si on peut lancer la vidéo, j'ai trouvé que c'était peut-être plus simple pour vous. Donc voilà, vous avez vu la pièce opératoire d'une tumorectomie. Le pathologiste ouvre la pièce. On distingue très bien la tumeur. Il y avait la flèche qui le montrait. Il va échantillonner soigneusement la pièce opératoire et analyser toutes les lames numériques qui sont issues de cet échantillonnage. Voilà l'image ici d'une lame numérique intéressant la tumeur. Vous voyez cette prolifération anarchique. Donc c'est un cancer du sein tout à fait typique. L'algorithme prédictif peut être lancé, comme vous le voyez faire en ce moment, en quelques secondes dans l'environnement de routine du pathologiste, et ça c'est extrêmement important pour l'adoption de l'IA en pathologie. Et l'analyse va être effectuée en quelques minutes et le résultat est immédiatement consultable, vous allez le voir dans quelques instants, sous forme d'un document qui est ajouté à ce plateau de lame numérique. Voilà, pour l'exemple cité, il s'agit d'une tumeur de bas risque. Le risque de métastase à 5 ans après la chirurgie du sein est de 1,3%. Voilà, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre mon propos. Donc, quels sont les enjeux de l'IA en anatomie pathologique? D'une part, une pathologie de haute précision. D'autre part, une médecine personnalisée. Vous en avez l'exemple avec Relapse d'accès facile. Il s'agit ici simplement d'une seule lame de routine qui est examinée par l'algorithme. Également, un gain de temps pour les pathologistes, et ce n'est pas négligeable dans un contexte de pénurie majeure de cette profession. Alors, nous ne sommes qu'au début de l'histoire, et l'implémentation d'IA en pathologie se heurte à un certain nombre d'obstacles. Les obstacles techniques pour intégrer cet algorithme prédictif dans notre environnement de routine, cela a pris 1 an. Des obstacles réglementaires, et je me tourne vers mon voisin avec le RGPD, la question des clouds non souverains, parce que les éditeurs d'algorithmes d'IA privilégient
aussi les clouds non souverains parce qu'ils veulent une extension mondiale de leurs produits, bien entendu. Et puis des obstacles financiers parce qu'à le coût d'investissement que représente la transition à la pathologie numérique, il faut acheter des scanners de l'âme, s'ajoute le coût encore élevé d'utilisation des algorithmes d'IA. Voilà, j'espère avoir fait une petite overview de l'intelligence artificielle dans ma discipline. Et je suis prête à répondre à des questions s'il y en a, bien sûr. Il y en aura, c'était parfait. Merci beaucoup, madame. Monsieur Gruson, je vous donne la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Un petit mot effectivement sur ce contexte de régulation et le message central à vous faire passer en saluant la contribution majeure qui a été celle de votre Haute Assemblée en général, celle du président Milon en particulier, parce que beaucoup de choses se sont passées en ces lieux. Depuis 2018, avec une audition qui avait été aussi menée dans cette même salle dans le cadre des travaux de préparation de la loi de bioéthique, pour porter un message qui est celui du besoin d'une régulation effective, éthique, mais d'une régulation positive, c'est-à-dire d'une régulation qui ne bloque pas les perspectives majeures que le professeur Guettier vient d'évoquer, c'est-à-dire la mobilisation de l'IA au service de l'amélioration effective de la qualité de la prise en charge des patients, avec la nécessité de soutenir l'élaboration et le développement de ces outils en France et en Europe. C'est ce qu'on a porté dans le débat public avec Etikia depuis 7 ans maintenant, qui est le socle de ce que vous avez voté à l'article 17 de la loi de bioéthique de 2021, qui établit ce principe d'une garantie humaine de l'IA, c'est-à-dire l'acceptation d'un certain niveau de risque dans l'innovation sous la condition stricte d'un contrôle humain effectif, traçable et proportionné, d'une information des patients sur le recours à l'IA dans leur prise en charge. Et cette idée portée en ces lieux, acheminée jusqu'à aujourd'hui, date du vote en plénière au Parlement européen du règlement européen sur l'IA, qui incorpore ce principe de garantie humaine de l'IA à son article 14 pour les concepteurs de systèmes et à l'article 29 pour les utilisateurs, qui peuvent être les établissements de santé, les professionnels libéraux. Et cet esprit de régulation positive, alors là je m'exprime évidemment à titre personnel, se retrouve dans cette AI Act qui a la couleur et la saveur du RGPD, mais qui n'en a pas complètement la contexture. C'est-à-dire qu'on retrouve un cadre de droit opposable très fort, c'est un règlement européen, pas de mesure de transposition nationale, un niveau de sanctionnabilité très élevé avec une échelle de sanctions lourde pour les concepteurs et les utilisateurs, mais néanmoins, la régulation positive est bien présente à plusieurs moments clés. Ça n'est pas un espace de régulation qui serait distinct, par exemple, de l'espace de régulation du dispositif médical. La conformité règlement européen et acte garantie humaine sera incorporée dans le marquage CE des dispositifs médicaux. Donc, pour un concepteur français et européen, il y a un intérêt à investir assez tôt ces sujets de contrôle humain pour pouvoir bénéficier d'un marquage dans un délai le plus court possible, et investir dans un monitoring humain de ces dispositifs au fil de l'eau permettra pour les systèmes auto-apprenants d'actualiser plus facilement leur marquage. J'ajoute qu'on a mené pas à pas un travail avec la Haute Autorité de Santé qui, dès l'automne 2020, a intégré dans ses recommandations de bonnes pratiques, dans sa grille d'aide à l'admission au remboursement par la sécurité sociale des dispositifs médicaux avec IA, la garantie humaine comme un critère facilitant cette admission au remboursement. Et la CNIL, pour sa partie santé, a admis des méthodologies de bac à sable, des méthodos d'assessment du risque, d'évaluation du risque. Et donc, vous voyez, on a là dans ce règlement européen quelque chose de moins arithmétique que dans le RGPD, puisqu'au fond, il reviendra aux concepteurs en lien avec des écosystèmes de représentants de professionnels, d'acteurs et de représentants de patients, à concevoir eux-mêmes ces modalités de garantie humaine sous le contrôle des autorités de régulation. Et donc c'est ce qui se met en place. On accompagne à date une dizaine d'écosystèmes par aire thérapeutique, dans le domaine des soins bucco-dentaires, en radiologie, en pharmacie, en biologie, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Là, les collègues vont s'exprimer sur ce sujet. C'est un des domaines de percée majeurs dans le champ industriel de développement des systèmes d'IA avec toute une série d'écosystèmes. Je pense notamment à la FIAC, la filière IA et cancer qui a été structurée. Et donc il faut amener cet esprit de déploiement de méthodologie de collège de garantie humaine. C'est ce que recommandait le Comité national d'éthique dès 2018, qui vont aller, avec les représentants des professionnels, monitorer cette IA au fil de l'eau.
Dernier point sur lequel je voulais insister, il faut vraiment contrebattre dans le débat public l'idée que l'Europe, sur ces sujets, et la France, se serait mise en situation de surrégulation, puisque le président Biden, le 30 octobre dernier, a publié un executive order, un décret présidentiel. Alors évidemment, un décret présidentiel n'a pas la même force qu'un règlement européen, toute chose égale par ailleurs, mais néanmoins, ce qu'un décret présidentiel a fait, un autre décret présidentiel peut le défaire. Mais néanmoins, littéralement, ce texte est au moins aussi contraignant que le règlement européen sur l'IA, et la FDA, l'Agence de sécurité sanitaire américaine, avait repris dès 2021 dans une opinion de régulation cette notion de human oversight, supervision humaine des systèmes. Donc c'est moins une logique de surrégulation qu'une longueur d'avance qu'on a pu prendre sur ce sujet grâce à votre Haute Assemblée. Et maintenant, le réel, c'est un réel d'exécution, c'est-à-dire chasser le naturel de l'esprit de surréglementation, il peut revenir rapidement au galop en France, et on a besoin de votre supervision humaine à vous, Haute Assemblée, pour que cet esprit de produire des textes et des décrets surabondants ne se réempare pas de nos autorités ministérielles. On a déjà vu des règlements européens qui, ne supportant pas de mesures d'application nationale, en ont quand même supporté. Il faut bien voir que nos concepteurs et créateurs d'innovation qui ont un esprit légaliste regardent le décret avant le règlement. Et même si ces décrets non nécessaires et irréguliers devaient être censurés quelques années après par la Cour de justice de l'Union européenne, ces quelques années de perdu, nous ne pouvons pas nous le permettre dans une course à l'innovation complètement effrénée. Il faut garder cette longueur d'avance et cet esprit de régulation positive. Voilà. Merci de votre attention. Merci pour votre intervention. Je donne la parole maintenant à Monsieur Lucas Mollo. Oui, bonjour. Merci de nous donner cette opportunité. Donc, en 2 mots, je vais me présenter. Donc, je suis médecin de formation et après un passé des cliniciens, depuis 25 ans, j'ai rejoint l'industrie pharmaceutique. Donc, et aujourd'hui, je suis entre autres directeur médical de Pfizer France et vice-président, mais aussi vice-président de l'ARIS. C'est à ce titre que j'interviens. Donc, juste un petit mot pour décrire un petit peu les missions de l'ARIS. Donc, l'ARIS, c'est une alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé qui fédère un certain nombre d'industries qui sont des industries dans le domaine du médicament, du dispositif médical, du diagnostic et du numérique. Et sans rentrer trop dans le détail, donc, vous avez cité la filière intelligence artificielle et cancer, qui est issue des réflexions des travaux de l'ARIS, justement. Maintenant, il vit tout seul, mais ça fédère des acteurs industriels et publics autour d'un projet qui est très important et très intéressant. Alors, concernant maintenant le sujet qui nous intéresse, effectivement, vous l'avez dit, pour nous, industriels, mais aussi pour les patients, c'est les choses qui nous tiennent à cœur, c'est vraiment ce que nous faisons, c'est fait toujours dans l'intérêt des patients, donc apporter l'innovation, mais c'est une source d'avancée scientifique importante. Ça facilite le diagnostic, ça facilite la bonne prise en charge des traitements et des patients. On a aussi, grâce à l'intelligence artificielle, la possibilité de rationaliser les coûts. Nous, par exemple, dans l'industrie, pourquoi est important de faire appel à l'intelligence artificielle? Pour sélectionner les bons profils des patients qui peuvent rentrer dans le cadre des études cliniques. Et on a justement aussi la possibilité d'accélérer le recrutement. Aujourd'hui, on sait par exemple que dans les études cliniques, 80% des essais cliniques n'arrivent pas à recruter dans le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à identifier les bons patients et les bons profils qui remplissent les critères d'inclusion de nos protocoles d'études cliniques. On a la possibilité d'exploiter les données en vie réelle. Ça, c'est très important parce qu'on a la possibilité, grâce aux données en vie réelle, de détecter des signaux faibles, notamment en termes de pharmacovigilance, par exemple, mais aussi traiter, grâce à la technologie de traitement du langage naturel, des informations qui existent dans les réseaux sociaux, par exemple, dans les rapports, dans les formes de personnes, patients, donc des signaux qui peuvent être importants pour nous et pour nos médicaments. Donc ça, c'est très important de pouvoir en bénéficier. Et après, nous, on a comme mission de développer des médicaments qui changent la vie des patients. Ça, c'est très important. Pour pouvoir faire ça, nous, vous savez, nous avons 3 phases. Donc, il y a la phase préclinique, la phase clinique, la phase post-autorisation. Mais d'abord, il faut identifier déjà ces nouvelles molécules innovantes. Et l'intelligence artificielle a un rôle majeur
parce que ça permet de faire un screening de molécules existantes pour pouvoir identifier des potentiels candidats médicaments. Et je peux vous donner quelques exemples. Donc un exemple, par exemple, que nous avons, nous en tant que Pfizer, eu lors de la période Covid, grâce à l'intelligence artificielle, on a été capable d'identifier une molécule donc, antivirale, donc c'était une antiprotéase contre le virus, donc la Covid, avec une forme orale, parce que c'était notre objectif, c'était de pouvoir développer un médicament efficace pour pouvoir justement être utilisé en ville et pas à l'hôpital. Une forme injectable, déjà on avait des services donc, hospitaliers étaient engorgés, donc surchargés d'activités. Du coup, c'était nécessaire d'avoir une solution à offrir pour pouvoir prendre en charge des patients qui étaient infectés. Donc, oui, donc ça, on a pu le faire grâce à l'intelligence artificielle en 4 mois. C'est qu'on a eu la possibilité de gagner à 80-90% de temps de développement pour identifier cette molécule. Et donc, ces candidats médicaments, par la suite, a fait l'objet, bien entendu, du processus de développement clinique et rapidement, on a pu le mettre à disposition. Ça, c'est très important. Il y a une autre chose importante à mentionner, c'est le fait de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des rapports. Aujourd'hui, on manipule une quantité de données qui est phénoménale. Donc, vous savez que pour pouvoir créer un dossier, parfois, dans le passé, il fallait arriver avec des camions de dossiers donc, auprès des autorités de santé pour l'approbation. Et pour écrire ces dossiers, par exemple, il faut, en moyenne, on a calculé une centaine de jours de medical writing. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on peut réduire de moitié ces temps. Aussi, développer des médicaments, donc ça peut donc, réduire le temps. Donc, aujourd'hui, vous savez que pour pouvoir mettre sur le marché et développer un nouveau médicament, il faut en moyenne entre 10 et 15 ans. Et il faut environ, par molécule, par indication, environ 2 milliards d'euros pour pouvoir le faire. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut réduire ces délais, donc réduire ces coûts, et donc qui va avoir bien entendu un impact aussi sur le système de santé, sur les patients, etc. Donc après, vous avez parlé du côté éthique. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur énormément parce que notre préoccupation, c'est vraiment les patients. Donc, et ça, développer donc une réglementation qui soit facilitante, comme vous l'avez dit, elle est très importante. Éthique, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous, on travaille avec l'intelligence artificielle depuis 10 ans. Il y a donc la volonté donc, de l'industriel de travailler avec une IA responsable. Vous avez parlé de bac à sable. C'est très important le bac à sable. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un cadre et un contexte qui soit bien cadré, où on peut faire de l'expérimentation, contrôlée par les autorités, et avoir la possibilité, par exemple, prenez des petites startups, je ne parle pas de l'industrie pharmaceutique grande comme nous, mais prenons par exemple des startups qui travaillent dans le domaine de la prévention, par exemple. Ça, c'est très important de leur donner la possibilité d'agir dans un contexte qui soit encadré, mais qui ne soit pas contraignant, parce qu'autrement, l'innovation soit vite offusquée à cause de la réglementation qui est très contraignante. Donc du coup, c'est important de pouvoir mettre en place ces genres d'activités dans un contexte bien contrôlé et agile. Après, il y a un problème de confiance et acculturation. Donc il faut savoir expliquer ce qu'on fait. Notamment l'industrie, nous sommes en mode de crier parfois parce que dire ah, c'est pas transparent ce que vous faites, etc. Mais c'est à nous de l'expliquer, de le montrer, mais aussi aux autorités, au gouvernement, et de pouvoir démontrer que grâce à l'intelligence artificielle et à la transparence de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les citoyens peuvent en avoir un bénéfice. La collectivité peut en tirer un bénéfice. Et bon, on pourra rentrer après dans le détail de la discussion, dans le débat plus en détail si vous voulez aborder ces sujets. Mais ça, c'est très important donc, pour pouvoir obtenir une adhésion. Et après, il y a un problème de formation. La formation, donc nous, en tant qu'industriels, on ne peut pas être le responsable de cette donc formation en IA, etc. Mais par contre, on peut être des facilitateurs. Un exemple que je peux vous donner, par exemple, on a un partenariat avec l'INSERM, avec lequel nous avons mis en place depuis quelques années un programme de formation pour les étudiants qui sont de la grande école d'ingénieurs française. Donc, pour leur donner la possibilité, par exemple, d'avoir une double formation qui soit technique, où eux, ils ont l'ingénierie dans la tête, c'est très important parce que les algorithmes partent de la mathématique, etc. Mais avoir aussi une double formation pour comprendre ce que c'est la science, les sciences biomédicales. Et ça, l'INSERM se charge justement de leur apporter cette double formation. Ça, c'est un exemple, mais je pense qu'il faudrait qu'on intègre l'intelligence artificielle vraiment dans les cursus de formation. Ça, c'est très important. Dernier point, c'est, et après je passe la parole à mes collègues, c'est l'usage et l'exploitation de ces données. C'est très important parce que aujourd'hui, on a besoin de la
de faire de la formation, de l'information, mais aussi savoir dire comment mes données vont être utilisées, pour quelles raisons mes données vont être utilisées, quels risques je prends moi en tant que citoyen, donc en tant que liberté personnelle et privée de mes données qui sont partagées et utilisées. Voilà, ça c'est très important et c'est un rôle aussi dans les autorités de pouvoir le développer et l'expliquer. Voilà. Et pour l'instant, je m'en tiens là. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je donne maintenant la parole à Mélina Gilbert, si vous voulez bien. Bonjour. Donc effectivement, je suis Mélina Gilbert, je suis directrice associée au sein du laboratoire Amgen. Je m'occupe de l'équipe économie de la santé et génération de données en vie réelle. Je suis mathématicienne de formation, donc c'est des sujets qui m'intéressent depuis toujours. Aujourd'hui, je prends la parole au nom du CSF, donc le comité stratégique de filière IA et santé, que nous avons renommé Données Santé. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque notre directrice générale a pris la présidence de ce CSF l'année dernière. Donc, un petit rappel sur le CSF. Donc, c'est un forum tripartite dont l'objectif est d'instaurer un dialogue concret, performant et régulier entre l'État, les entreprises et les représentants des salariés, filière par filière. Et donc l'idée, c'est de mener des cas concrets, des cas d'usage qui sont construits avec les industriels pour amorcer cette dynamique de filière. Et donc ce sont des engagements qui sont réciproques entre l'État et les acteurs privés. Nous, notre filière, c'est intelligence artificielle et la santé. Nous l'avons renommée données de santé, puisque comme mes collègues le disaient tout à l'heure, sans données de qualité, on ne pourra pas utiliser les algorithmes ou les outils les plus performants. On a besoin de travailler d'abord sur la matière, sur l'essence qui va alimenter tout cela. Donc je vais vous parler un petit peu du CSF. On travaille sur plusieurs groupes de travail, plusieurs grandes thématiques, avec donc notamment la DGE, la DGRI, la DNS. Et puis les grands sujets sont à la fois donc toute l'anticipation, sur comment étoffer les données qui sont disponibles. On travaille sur le partage des données des industriels, comment demain on partagera mieux nos données, dans quel but et dans quelles conditions. On travaille aussi beaucoup sur l'acceptabilité des données de santé par les autorités, puisqu'on sait qu'il y a quand même une double vitesse. On a des méthodologies innovantes qui sont extrêmement fines, par exemple les bras contrôle synthétiques, qui seront un petit peu l'avenir des essais cliniques. Et c'est vrai qu'en termes d'acceptabilité par les autorités, il y a encore du chemin. Et puis aussi les bases de données synthétiques avec des patients virtuels. On travaille également sur un travail de comparaison entre les différents pays, parce qu'on se positionne souvent, on dit la France, nous sommes très en retard, ou alors au contraire, nous avons un temps d'avance en fonction des moments où nous parlons, et c'est vrai qu'on a envie de quantifier tout ça et de pouvoir se dire quelle est la place de la France quant à l'attractivité dans ce domaine. Donc on va faire une comparaison avec différents pays européens et d'autres pays comme le Canada, l'Israël, les États-Unis qui ont des particularités scientifiques et qui sont particulièrement avancés dans ce domaine. Ensuite, on a aussi un groupe de travail qui est dédié à l'adhésion de la société civile, donc l'adhésion des patients, puisqu'on sait que sans confiance, on n'a pas d'innovation. Donc ça, c'est au niveau du CSF. On couvre un petit peu tous ces sujets-là. Mes collègues parlaient tout à l'heure de la FIAC. C'est vrai que c'est un exemple très réussi d'un cas d'usage qui émane d'un comité stratégique de filière sur l'oncologie. Mais on peut se poser la question de la prochaine étape. Et c'est vrai que l'oncologie a connu de nombreuses avancées spectaculaires ces dernières années avec les thérapies ciblées, etc. Ils ont appris à s'organiser, à se structurer avec les plans cancer. Et on se demande aujourd'hui, demain, quel serait l'avenir de nouvelles filières. On pense aux maladies neurodégénératives, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies rares, qui ont besoin aussi de se structurer pour pouvoir générer les données qui répondront aux questions de recherche de demain. Voilà, donc c'est bon pour moi pour le moment. Merci pour cette présentation. Et je donne enfin la parole à Thomas Séjourné, si vous voulez bien. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les administrateurs. Donc, je suis Thomas Séjourné, je suis responsable de l'unité de données de vie réelle de Sanofi France. Mon rôle au sein de la structure est d'accompagner les porteurs de projets à accéder aux données de santé dans le cadre autorisé par la loi et par la réglementation et participer activement à l'émulation de l'écosystème au travers différents cercles de réflexion pour favoriser l'innovation nationale et favoriser aussi l'émergence de nouvelles solutions à la fois pour les industriels mais aussi pour la pratique du soin en vie courante.
L'intelligence artificielle, déjà depuis une décennie, a profondément révolutionné nos pratiques, mais par touche. En partie, par exemple, dans le cadre du soin, sur des thématiques spécifiques d'accompagnement des pathologistes. Mais on voit depuis un an maintenant l'apparition de nouveaux modèles beaucoup plus profonds, beaucoup plus puissants, qui nous permettent d'envisager en fait une transformation beaucoup plus profonde et beaucoup plus intégrée de l'ensemble pas de la chaîne de valeur, mais de la prise en charge du patient, de la découverte fondamentale de molécules jusqu'aux activités de mise sur le marché, de développement clinique et de surveillance pharmacovigilance et même de l'accompagnement dans la pratique du soin. Sanofi est engagé dans cette transformation profonde afin de pouvoir répondre à l'évolution accélérée de notre écosystème et intégrer l'intelligence artificielle dans toutes les fonctions pour améliorer notre fonctionnement, mais aussi accélérer la mise à disposition de produits de santé pour des patients qui sont actuellement en échec thérapeutique, puisque le développement pharmaceutique se focalise de plus en plus sur des populations cibles de niche. On parle maintenant de patients en 2e, 3e ligne de traitement en échec thérapeutique pour lequel aucune solution n'est disponible. Cependant, cet enthousiasme partagé par l'ensemble de l'écosystème apporte aussi une réflexion profonde sur les risques les nouveaux risques apportés par la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes, ainsi que les responsabilités qu'elles impliquent pour les industriels et les praticiens de santé. L'intelligence artificielle, oui, bien sûr, mais une intelligence artificielle qui est responsable et qui ne se focalise pas uniquement sur le biais, donc comme vous l'avez défini en définition, sur la méthode algorithmique, mais qui englobe en fait l'ensemble du cycle de développement d'une intelligence artificielle, et ça passe en particulier par les données de santé qui sont la base du modèle d'entraînement de toute intelligence artificielle. Pour cela, il faut que les intelligences artificielles et le développeur de cette intelligence artificielle soit responsable de ses résultats, que cette intelligence soit transparente et explicable pour justement qu'on puisse justifier ses décisions, elle soit juste et éthique, et on travaille justement avec Etikia sur ces sujets-là, robuste et sûre dans le temps et dans les populations, et paradoxalement, éco-responsable, puisque le développement de ces intelligences artificielles et leur utilisation sont extrêmement consommatrices de ressources technologiques et énergétiques pour lesquelles une maîtrise et une optimisation est importante. Ça passe par une transformation profonde de nos organisations qui passe par des gouvernances, des contrôles, des nouvelles technologies à déployer et à mettre en place, des ressources nouvelles qui n'étaient pas dans nos laboratoires et qui sont très difficiles à capter, en particulier les data scientists, les développeurs et les ingénieurs dont les profils rares, et on fait face à un marché très concurrentiel de la part des grands services Internet par rapport à l'industrie pharmaceutique, et des formations pour que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en tant qu'employé de société, soit capable de maîtriser les tenants et les aboutissants des systèmes d'intelligence artificielle et qu'on puisse les utiliser de façon responsable, avec en filigrane le risque qu'on a déjà identifié qu'une intelligence artificielle comme ChatGPT, on a vu une adoption profonde, très rapide et non questionnée des résultats qui lui étaient portés. Donc il faut maintenant qu'on soit tous matures dans notre écosystème et qu'on se base sur des données profondes qui permettent un entraînement de données dont la qualité, la représentativité, l'exhaustivité permettent de répondre à tous les cas d'usage afin qu'elles ne soient non biaisées et apportent des solutions pour les patients, les praticiens et les citoyens en général. Merci beaucoup. Très bien, merci pour ces présentations extrêmement complémentaires, on voit bien, dans à la fois l'analyse et l'évolution. Je vais maintenant donner la parole à Christian Redon-Sarrazy, et donc que je remercie pour sa présence, et comme je l'ai dit dans l'introduction, au titre de la délégation de la prospective qui mène des travaux dans ce domaine. Donc, monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le président. J'en ai un. Oui, merci, monsieur le président. Donc, merci, mesdames, messieurs, pour vos présentations. Chers collègues, effectivement, vous l'avez rappelé, la délégation à la prospective, qui est une instance un peu spécifique au Sénat, puisqu'il n'existe pas d'équivalent à l'Assemblée nationale, produit plusieurs rapports chaque année. Pour cette session parlementaire, nous avons décidé de nous intéresser aux impacts que l'intelligence artificielle pouvait avoir sur les services publics en général, et nous déclinons nos travaux dans 5 axes, 5 secteurs: l'éducation, l'environnement, les finances publiques, les territoires et enfin la santé. Donc santé, qui est un terrain majeur aujourd'hui de développement de l'intelligence artificielle, qui révolutionne, vous nous l'avez parfaitement montré, l'imagerie, la cancérologie, mais aussi plus largement la recherche médicale et plus globalement la prise en charge de la chaîne complexe qui va du diagnostic
vous l'avez évoqué, au traitement en passant par la gestion des flux des patients et leur prise en charge médicaux, administrative éventuellement. Sur ce volet, donc, nous avons 2 rapporteurs et j'en profite pour excuser ma collègue Anne Ventalon, donc, qui est prise par un travail dans sa commission sur un texte qu'elle porte, mais qui nous rejoindra peut-être à la fin de cette session. Donc, depuis la fin janvier, nous avons déjà procédé à une dizaine d'auditions. Nous en avons programmé d'autres encore dans les prochaines semaines et nous aurons donc un rapport qui devrait être rendu le mois prochain. Donc, on souhaite travailler assez rapidement parce que l'intelligence artificielle est un secteur qui va très vite et il ne faut pas que nous perdions de temps, nous non plus. Merci pour les éclairages que vous nous avez apportés ce matin. Sur cette question aussi large et rapide en évolution, nous ne pouvons bien sûr prétendre à une quelconque exhaustivité, mais à travers les exemples de déploiement des solutions à base d'IA, nous voyons que nous sommes en train de vivre une formidable révolution, porteuse de grandes améliorations en termes de rapidité, en termes de fiabilité, de prise en charge, mais qui s'accompagne en contrepartie de risques importants qu'il faut maîtriser, en particulier des risques éthiques. Donc, merci donc, pour nous avoir permis, je dirais, de travailler en synergie les uns avec les autres, parce que je crois que nous avons besoin de cette complémentarité, en tout cas, de nous enrichir de nos auditions et travaux respectifs. Donc, à l'issue des présentations des auditionnés de ce matin et de celles que nous avons faites dans le cadre de la délégation, nous aurions quelques interrogations. Une première question qui s'adresse plutôt au monde de la recherche et à l'industrie pharmaceutique. Donc l'intelligence artificielle permettant d'aller vers une personnalisation des traitements, le cadre juridique aujourd'hui des autorisations de mise sur le marché qui repose sur la preuve de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments testés sur des cas standards ne risque-t-elle pas d'être rapidement obsolète ? Et de fait, faut-il inventer de nouvelles manières d'admettre sur le marché des traitements avec de nouvelles procédures, mais aussi avec peut-être la prise en compte de ce temps que l'on doit chercher à contracter pour ne pas justement prendre de retard. Une autre question qui s'adresserait plutôt aux spécialistes de l'éthique, la machine risquant d'être très performante, souvent, et c'est même presque à chaque fois plus performante que l'humain, le médecin ou le professionnel de santé oseront-ils à l'avenir contester les décisions de ces systèmes d'aide à la décision ? Les recommandations de ces systèmes d'aide à la décision. Leur restera-t-il des marges de manœuvre ou seront-ils cantonnés à être de simples opérateurs de systèmes d'intelligence qui leur ont été donc mis à disposition par des start-up, par des grands laboratoires et comme il subsistera malgré tout toujours, on la souhaite la plus faible possible, mais une marge d'erreur, quid de la responsabilité de ces erreurs si on a laissé de côté la part humaine. Et enfin, une question qui s'adresse à nous tous, alors que nous nous targuons d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde, la France se donne-t-elle réellement aujourd'hui les moyens de mettre en œuvre efficacement les nouvelles technologies d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse du volet formation, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qu'il s'agisse du volet budgétaire à travers notamment nos hôpitaux publics, enfin voilà, dans ce grand champ qui est déjà ouvert mais qui s'élargit chaque jour, a-t-on, je dirais, l'ambition, a-t-on la planification nécessaire pour justement demain être aux avant-postes dans ce domaine. Merci en tout cas. Merci, monsieur le rapporteur, pour ces questions extrêmement pertinentes. Ce que je vous propose, je vais prendre le même ordre pour répondre. Alors peut-être en fonction des questions des 3 thématiques, intervenir sur le sujet qui vous anime peut-être plus particulièrement. Madame, je vous donne la parole. Oui, alors je suis plutôt concernée par la dernière question, en effet, sur le risque pour les praticiens de devenir de simples opérateurs de l'IA. C'est un écueil, effectivement, que certains de mes collègues peuvent soulever. Je crois que derrière ça, il y a déjà un enjeu de formation. C'est vrai que de former les étudiants en médecine, alors qu'on commence à voir arriver des algorithmes d'IA, devient une responsabilité encore plus importante, parce qu'il faut qu'ils puissent eux-mêmes critiquer, effectivement, les propositions des algorithmes. Et c'est un enjeu auquel nous réfléchissons dans les facultés de médecine. L'autre point est que, à ce jour,
Je vois plutôt l'IA comme un outil qui va nous permettre de gagner du temps sur des tâches extrêmement longues et fastidieuses. Je citais les biopsies de prostate, voire 26 biopsies de prostate, mesurer toutes les biopsies, mesurer les foyers de cancer, c'est quand même pas une tâche très, très intéressante. Et par contre, il reste des examens dans lesquels, et c'est vrai dans d'autres disciplines, la réflexion humaine, l'intégration de l'ensemble des éléments du dossier du patient reste pour l'instant uniquement, je pense, à la main de l'humain et ne peut pas être résolu par l'IA. Je ne sais pas si ça sera la même chose dans 10 ans, mais pour l'instant, il reste quand même une place au raisonnement médical, à mon sens. Merci beaucoup. Monsieur Gruson. Oui, merci de ces questions. Alors, je vais y répondre aussi en reprenant un instant une ancienne casquette de DG de CHU et DG de la Fédération des hôpitaux, mais au titre d'Etikia, aujourd'hui, on est opérateur du marché national d'accompagnement à l'IA de l'Association nationale de formation des hôpitaux, la NFH. Et il faut saluer son rôle, puisqu'il y a 2 ans, un peu plus de 3 ans, la NFH a enclenché une démarche un peu pilote de sensibilisation, accompagnement. Alors, on est sur une première initiative qui dit suffisamment ce que l'on voit sur le terrain et dont je vais vous rendre compte dans un instant, mais qui dit aussi le besoin de structurer rapidement une démarche d'ensemble pour la totalité du secteur. Sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation, organiser ces tours de table d'organismes de formation initiale et continue pour avoir une démarche un peu globale de sensibilisation sur ces sujets. Sur le terrain de l'éthique, je voudrais y répondre, et vous avez compris que ce que l'on fait, c'est de l'éthique appliquée sous un angle très concret, qui est celui auquel je sais que vous êtes très sensible dans ces lieux, de l'accès aux soins dans les territoires sous-denses en démographie médicale. Pour vous donner quelques exemples de programmes d'IA que l'on accompagne en garantie humaine. Vous voyez, ça donne aussi une partie de la réponse sur comment garder le médecin dans la boucle. Donc, vous voyez, exemple de protocole de garantie humaine de l'IA. Donc là ce n'est pas un territoire rural, pour le coup, c'est à Saint-Joseph à Paris. La nuit, vous avez un système d'IA de reconnaissance d'images de fractures qui est utilisé sous responsabilité médicale des urgentistes, sans présence de radiologue, mais avec un contrôle des radiologues de Saint-Joseph entre J+1 et J+2, pour combiner accès aux soins dans le temps réel de la prise en charge et contrôle de spécialistes. Donc ce protocole, on est en train de l'extrapoler sur une dizaine de territoires ruraux en lien avec un partenaire de téléradiologie. Et donc c'est ce qui se passe en ce moment, par exemple, dans le GHT du Rouergue en Aveyron, avec un contrôle par des radiologues à Rodez, mais aussi demain sur des sites, les autres sites du GHT, pour non pas simplement maintenir de l'accès aux soins, mais restituer de l'accès aux soins de spécialité. Ça marche pour la traumatologie, mais ça peut marcher aussi, et là on va arriver sur des sujets qui se rapprochent de votre question, de transformation de l'offre de soins, possiblement sur les mammographies, avec une question majeure qui est celle de la question de la deuxième lecture en mammographie. Est-ce qu'on peut admettre des dispositifs dans lesquels, donc vous voyez, question qui se pose très concrètement à Decazeville, où vous aviez un centre de radiologie libéral qui a fermé ses portes, et l'hôpital y a déployé un mammographe avec système d'IA, donc qui peut être utilisé dans le temps réel de la prise en charge sous contrôle médical humain en première lecture, et avec un deuxième avis de radiologue formé à la mammographie à distance. Et donc, vous voyez, on va avoir là des modalités permettant de restituer de l'accès aux soins et, si on s'y prend bien, de vraiment révolutionner la prévention du cancer du sein. Mais ça veut dire avoir une stratégie de transformation des pratiques et d'interrogation des mécaniques actuelles de première et deuxième lecture humaine, dont on voit bien qu'elles ne correspondent pas au réel des besoins sur le terrain. Et dernier point que je souhaitais évoquer avec votre rôle de législateur. On voit qu'on va arriver assez vite cette année sans doute sur un besoin d'intervenir sur ces sujets avec tact et mesure, sans doute dans le prochain cadre de loi de financement de la sécurité sociale, avec, pour permettre la diffusion de l'IA sur le REL ou l'accompagner, un peu une typologie des systèmes dans lesquels on voit qu'il y a à soutenir l'effort d'innovation et de recherche. Et donc ça, ce seront plutôt mes collègues qui en parleront pour essayer d'aller sur ces sujets, établir des compartiments innovation-recherche au sein de l'ONDAM, sujet plus global que l'IA, mais qui s'applique particulièrement à ces sujets. Vous avez de l'autre côté du sujet l'IA de santé publique, par exemple sur la mammographie, la prévention de cancer du sein. Là, on va arriver sur des sujets de comment organiser un meilleur accès à la prévention, un meilleur accès à la santé publique dans la territorialité.
Et je sais l'arrivée du sénateur Jean-Marie Van Lorenberg, avec qui on a discuté de ces sujets depuis un petit moment. Vous voyez, l'effet de séance est spectaculaire. Et puis le troisième point sur lequel je voulais insister, je le dis aussi très nettement, il y a des thématiques sur lesquelles il n'y aura pas besoin d'argent public en plus. Parce que le déploiement de l'IA va être générateur de gains d'efficience dans la prise en charge. Et vous voyez, par exemple, sur l'exemple de l'IA de traumato aux urgences, il y a sans doute peut-être engagé une réflexion sur, à l'instar de ce qui a été fait en l'espace de 10 ans sur la chirurgie ambulatoire, où le système tarifaire a su progressivement désinciter des pratiques du passé en chirurgie d'hospitalisation complète pour réévaluer progressivement les pratiques innovantes de séances de chirurgie ambulatoire. Et par exemple, en radiothérapie, il y a une forfaitisation des séances de radiothérapie. Le recours à des systèmes d'IA de contourage des rayons devient complètement standard. On peut tout à fait imaginer que le forfait de radiothérapie évolue budgétairement et que progressivement soit désinciter les séances de radiothérapie qui n'incorporeraient pas des systèmes d'IA sous garantie humaine et inciter et soutenu financièrement les séjours et séances innovantes. Donc vous voyez le type de réflexion et l'espace-temps est franchement compté. C'est vraiment des sujets de PLFSS 2025. Sinon derrière, on sera en arrière de la main pour le soutien de l'innovation. Pardon d'avoir été un peu long. Non, non, merci pour ces précisions. Monsieur Lucas Mollo, s'il vous plaît. Oui, merci. En fait, je vais démarrer, je prends la question que vous avez adressée à l'industriel, après je passerai ma parole à mes collègues s'ils veulent compléter, mais déjà un premier éclairage. Déjà, je sais que vous faites référence à ce qui s'est passé pendant la période Covid, parce que pour le développement de vaccins, effectivement, on a réussi à les mettre à disposition dans un délai très court. Alors ça, je tiens à préciser que la rapidité, ça ne veut pas dire au détriment de la sécurité. Ça, c'est très important parce que les étapes de développement, parfois dans des situations qui sont critiques comme au moment où on a un problème de santé publique majeur, effectivement, il fallait vite, mais surtout pas mettre en danger justement la sécurité des patients. Et ça, c'est très important. Par contre, on peut améliorer le process. Pour répondre à votre question, donc, on peut prendre cet exemple parce que si on était capable, avec un process accéléré d'évaluation des données presque en temps réel, de pouvoir étudier les données qui arrivaient, et l'intelligence artificielle peut aider énormément à pouvoir continuer et rapidement faire en sorte que les différentes phases cliniques, donc parce qu'on a 3 phases cliniques, phase 1, 2, 3, puissent se faire dans un délai rapproché, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut, toute la collectivité, les patients peuvent en bénéficier. Et après, il y a un garde-fou, c'est les données en vie réelle. Par exemple, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, une fois qu'on a compris que le médicament est efficace et il est sûr pour le patient, ben, on peut, bien entendu, mettre en place un système pour détecter les signaux faibles liés à la pharmacovigilance. Et la pharmacovigilance donc, traditionnelle, bien entendu, restera toujours en place comme d'habitude, mais renforcée avec ces nouveaux systèmes donc, qui peuvent s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour pouvoir vite détecter s'il y a un problème. Donc, dans le cas des vaccins Covid, vous l'avez compris, donc, il y a eu maintenant des milliards de patients qui ont été traités. Effectivement, le rapport bénéfice-risque reste toujours positif. L'OMS continue à le recommander. Il y a de nouvelles générations qui vont être mises à disposition, etc. Donc, du coup, mais c'est très important du coup, de réfléchir au process. Après, il y a un autre aspect. Donc, c'est clair que ça, ce n'est pas forcément nécessaire pour tous les médicaments. Par contre, on a des problèmes de santé publique dont il faut s'occuper. Et je prends un exemple aujourd'hui qui va être un problème majeur donc, pour la collectivité, c'est l'antibiorésistance. Par exemple, aujourd'hui, on est dans une impasse importante. On se retrouvera dans les années à venir à avoir plus de décès dus à l'antibiorésistance que le cancer. Ça, l'OMS l'a dit clairement. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir réussir à trouver des solutions pour pouvoir traiter ces germes résistants donc, de façon efficace donc, et essayer de limiter justement cet impact donc, brutal qu'on aura dans les années à venir. Et l'intelligence artificielle peut aider énormément. Pourquoi? Parce que grâce à l'intelligence artificielle, on peut trouver des nouveaux mécanismes d'action, des nouvelles cibles. Nous pouvons screener énormément de nouvelles cibles donc, thérapeutiques qui peuvent être justement développées par la suite pour pouvoir identifier des nouveaux médicaments qui sont actifs et donc être en mesure de
contrer donc, ces germes qui sont résistants aux antibiotiques donc, dans le futur. Donc, vous voyez, donc, en fait, il ne faut pas généraliser, mais donc, pour conclure, pas au détriment du patient et surtout s'intéresser aux problèmes de santé publique majeurs et aux besoins médicaux non couverts. Je sais pas si... Merci beaucoup. Madame Gilbert, je vous donne la parole. Oui, je vais répondre à votre question, merci beaucoup, à propos de l'évaluation. Vous disiez donc on a des traitements qui sont de plus en plus personnalisés et c'est vrai qu'à l'époque un cancer du sein c'était un cancer du sein. Maintenant on le découpe tellement avec les découvertes qu'on fait sur les biomarqueurs etc. que ça devient presque une maladie rare. C'est de la dentelle en fait pour chaque patient. Et donc c'est vrai qu'on se pose la question est-ce que les modèles sont toujours les bons puisque pour l'évaluation auprès de la Haute Autorité de Santé, le gold standard, c'est un essai de phase 3, randomisé, en double aveugle, et qui correspond parfaitement à certaines pathologies, mais moins à d'autres. Et donc, ils ouvrent un petit peu leur doctrine. On a salué vraiment cette initiative. Dans certains cas, très explicité, on a le droit de présenter une phase 2 non comparative avec un bras contrôle synthétique, comme je le disais tout à l'heure, parce que finalement, c'est plus éthique de faire ça que le gold standard. Ils ouvrent aussi un peu pour la pédiatrie, à d'autres façons d'évaluer. Mais voilà, c'est une première étape. Mais c'est vrai qu'il est nécessaire de réfléchir encore là-dessus et de proposer des modèles qui seraient presque comme les traitements adaptés à chaque cas et faire de la dentelle mathématique aussi, comme on le fait dans la médecine. Donc ça, c'est un premier point. Vous parliez aussi de la responsabilité de l'erreur. C'est moins mon domaine, mais quand même, on sait que l'IA, c'est le fruit d'une science probabiliste et que le vivant, il est compliqué à modéliser, bien sûr. Donc, on peut se tromper. D'où la nécessité de s'entraîner. Et donc, les bases de données qu'on a sous la main sont d'excellents outils pour s'entraîner, à trouver les bons algorithmes, ensuite à pouvoir les faire valider et qu'on ait de plus en plus confiance. Mais l'intelligence artificielle, c'est des choses qui s'apprennent par elles-mêmes. Et donc, si on ne s'entraîne pas, mon collègue parlait de bac à sable tout à l'heure, on ne progressera pas. Donc, il faut laisser la possibilité aux chercheurs de s'entraîner sur des bases de données, soit les cohortes ou les registres ou les bases médico-administratives du SNDS ou du PMSI, mais aussi avec des bases de données avec des patients virtuels, puisque là, on a moins toutes ces problématiques de RGPD, etc. On peut aller plus vite. Donc ça, c'est un point aussi important. Et ensuite, vous parliez, est-on à la hauteur au niveau des nouvelles technologies? Alors moi, je pensais particulièrement dans le cadre du comité stratégique de filière. L'année d'avant, donc c'était pas encore sous la présidence de notre directrice générale, mais c'était Clarisse Lost, il y avait eu des cas d'usage qui avaient été préparés, extrêmement bien suivis. Et quand on a fait un retour en fait avec toutes ces startups qui avaient des idées formidables, ils nous ont tous dit merci pour votre accompagnement, mais ce qui nous a cruellement manqué, c'est de l'argent. Évidemment, ils avaient plein d'idées et puis un chemin sinueux pour arriver à trouver des financements. Pour certains, ça a fonctionné et pour d'autres, il a fallu arrêter. Et donc ça, c'est bien dommage. Donc peut-être simplifier justement ce long processus pour avoir des moyens pour répondre aux ambitions. Merci beaucoup, Monsieur Séjourné, pour clôturer cette séance d'intervention. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci pour vos questions. Alors, sur les 3 questions que vous avez soulevées, effectivement, sur l'adaptation de la réglementation, faut-il réinventer le modèle ? Peut-être pas. Faut-il réadapter ou repenser en fait les méthodes d'évaluation, comme l'a dit ma collègue ? Oui, fondamentalement. Déjà, à l'heure actuelle, sans même parler d'IA, l'acceptabilité même des données de vie réelle dans le cadre des soumissions et pour un laboratoire un peu un enjeu stratégique et un pari en fait, encore à ce stade. On peut effectivement développer une étude de vie réelle qui serait quasi comparable à un essai clinique, sauf que la doctrine reste le gold standard de l'essai clinique. Or, il est de plus en plus difficile de conduire des essais cliniques en France ou en Europe sur des populations extrêmement rares. Donc déjà, renforcer l'acceptabilité des données de vie réelle pour après, par la suite, aller vers l'intelligence artificielle, me semble pour moi déjà une première étape fondamentale, sachant qu'avec l'intelligence artificielle, on ne va plus parler de données de vie réelle, mais on va parler de données virtuelles avec les IA génératives, et donc faire attention en fait, à la contamination de données de vie réelle avec des données virtuelles. Donc il y a des garde-fous à remettre en place dans la réflexion, donc c'est quelque chose qui est assez profond, fondamental à avoir, mais c'est une réflexion saine à porter, et sur ce volet, la France peut devenir pilote de l'évaluation européenne et internationale pour justement mieux comprendre ce cadre, poser un cadre qui soit à la fois respectueux, puisqu'en gros les enjeux de sécurité du médicament sont fondamentaux. Il est hors de question de passer outre ces éléments,
mais il faut s'adapter aussi aux nouvelles technologies, puisque les fondamentaux de l'évaluation commencent un peu à dater. Sur le deuxième point, la transformation des soignants en tant que simples exécutants, oui, il y a un risque fondamental. Comme je disais, on l'a vu avec ChatGPT, chacun a pu s'emparer de l'outil, a commencé à poser des questions, a même, dans certains cas, transmis des informations confidentielles propriétaires d'entreprises, de gouvernements, à une entité privée, à des modèles dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, et se fie aux résultats sans même les questionner. Dans ce cadre-là, en fait, il y a un niveau de maturité à avoir qui va s'adapter par la formation, par la prise en charge des outils et par la montée en puissance progressive des outils. Et on a chez Sanofi développé en collaboration avec la PHP et la Fondation des maladies rares un outil qui s'appelle Accélrare, qui permet en fait de se baser sur les signaux faibles qu'on trouve en vie réelle pour détecter en amont un patient de maladie rare sur différents syndromes, et avec ces signaux faibles, proposer aux praticiens de recommander son patient à un centre expert. Donc on ne part pas sur la définition du diagnostic, mais sur la recommandation de l'accompagnement ou de l'orientation dans le système de soins. L'accompagnement complet de la décision viendra par la suite par la maturité. Et après, sur le troisième volet, qui est est-ce que la France a les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'on est en capacité, en fait, d'affronter les sujets de l'IA, que cette IA infuse à la fois la vie publique, la prise en charge? Il y a des grands enjeux. On est dans un monde hyper compétitif sur des ressources rares, à la fois des technologies, donc des serveurs, dont se procurer des serveurs, c'est pas forcément si simple que ça, mais aussi des ressources humaines, des data scientists. Et j'ai eu la joie et le bonheur d'assister, enfin de sponsoriser un hackathon à l'école polytechnique et avec Centrale Télécom. Le niveau qu'on a d'excellence en France, donc sur le plateau de Paris-Saclay, mais pas que. On parle de Nice, on parle de Bordeaux, on parle de Lille, de Strasbourg. Le niveau d'excellence en IA est juste dingue. J'ai été confronté à des résultats que je pensais même impossibles. Et ils ont réalisé quelque chose que des startups mettaient avant 3 à 5 ans à développer. Ils ont réussi à le développer en 1 mois. Par contre, retenir ces ressources et les orienter dans la fonction publique va être compliqué. Il va falloir être attractif, il va falloir mettre les moyens pour les avoir. Moi, en tant que laboratoire global, c'est déjà très compliqué pour moi de me battre avec des opérateurs Internet pour capter ces profils. Parce que les méthodologies mathématiques, statistiques sont applicables aux soins, mais sont aussi applicables aux sites de rencontres, à peu près à tout et n'importe quoi. Donc il faut être réaliste que, afin d'accompagner la transformation vers l'IA, il va y avoir un vrai travail d'attractivité et de renforcement. Et à ce sujet-là, il y a peut-être une réflexion à mener sur les partenariats publics-privés où, alors je prends mon exemple Sanofi, je suis désolé, on est mécène du Paris-Saclay Cancer Cluster, où nous investissons en fait sur la création d'un biocluster intégré sur la cancérologie avec Gustave Roussy, avec l'INSERM, avec l'Université Paris-Saclay. Voilà, c'est un investissement, c'est du mécénat. Après, l'IA a besoin de données, de plus en plus de données, de plus en plus de structures, et des mécanismes incitatifs ou fisco-incitatifs qui permettent de valoriser la contribution des industriels à la société, à la vie publique, peut être intéressant à explorer afin de réduire la charge de la dépense publique. Merci beaucoup, M. Séjourné, pour votre intervention. Monsieur le Président, est-ce que je peux rajouter? Oui, M. Lucas. Juste, je voudrais évoquer, pour compléter la question de M. le rapporteur, un mot sur les jumeaux numériques. Je pense que votre rôle pourrait être important. Je sais qu'il y a une réflexion au sein des autorités de santé sur les jumeaux numériques. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, si on veut accélérer justement la recherche et avoir des réponses plus rapidement, je pense que les jumeaux numériques peuvent être une des solutions que l'IA pourrait apporter, parce que grâce à l'évaluation en temps réel des données, de se baser sur les cohortes de données passées, on peut, en faisant varier de paramètres, avoir la possibilité de prédire ce que pourrait être le futur, donc, et l'impact sur un patient donné donc d'un nouveau médicament, par exemple. Et pourquoi c'est important? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a du mal, parfois, pour certaines pathologies, par exemple, à recruter des patients. Pour des maladies rares, par exemple, on n'a pas la taille critique, on n'a pas la puissance statistique pour conclure. Et je pense que les jumeaux numériques, pour beaucoup d'aspects, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent apporter des solutions. Merci beaucoup. J'ouvre maintenant le débat. Je donne la parole à Florence Lassarade.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos exposés successifs. C'est passionnant. L'intelligence artificielle, finalement, on le comprend, elle permet d'accélérer le temps, de changer cette dimension temps de façon spectaculaire. Néanmoins, elle dépend de la qualité. C'est un ogre qui dévore des quantités de données. Est-ce qu'on a suffisamment d'outils pour garantir la sincérité des données? Est-ce que c'est cet aspect-là des choses, vous vous penchez dessus? Ensuite, je me tourne vers la mathématicienne. Moi aussi, j'étais en 6e, en 68, on nous apprenait déjà la théorie binaire. Moi, j'étais élevée à l'époque des maths modernes, donc c'était plus du tout les maths classiques. On était vraiment sensibilisés à ça. Est-ce que vous pensez que nos élèves, en manque de professeurs de maths et avec des enseignants de primaire recrutés de plus en plus dans les facs littéraires, est-ce que vous pensez que le français, qui normalement par réputation est cartésien, l'est toujours? Et est-ce que avec ces fake news, avec toutes justement des choses manipulées par l'intelligence artificielle, est-ce que finalement la crédulité ne prend pas le pas par rapport à l'esprit cartésien français à cause de notre insuffisance d'éducation? Parce que je vous écoutais, monsieur, vous parlez de polytechniciens, de centraliens que vous formez finalement à l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'il ne faut pas être bien plus en amont et même sélectionner bien plus tôt les élèves en intelligence artificielle, qui ne sont pas forcément les plus bosseurs, ce sont les plus intuitifs. On a des geeks qui se retrouvent à sécuriser les ministères. Là, on a vu récemment une cyberattaque. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on marche un peu à l'envers? Je vais laisser la parole également à mes collègues, mais quand vous parlez d'antibiorésistance, finalement, c'est vrai, l'intelligence artificielle va peut-être permettre d'aider à résoudre ces problèmes de molécules de plus en plus efficaces ou de techniques, mais finalement, est-ce que c'est pas la prescription d'antibiotiques généralisée, y compris chez les animaux, qu'on consomme chaque jour, qui sont vraiment à l'origine du problème? Est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas aussi là pour détecter en amont les causes? Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci pour vos interventions. J'ai plusieurs petites questions. Tout d'abord, j'ai été contente d'entendre qu'il y avait encore une place au raisonnement médical, parce que vous savez, Mesdames, Messieurs, je suis là, et c'est pas forcément de l'humour, mais dans certains couloirs de ministère, certaines personnes arrivent aujourd'hui à dire c'est pas la peine qu'on forme plus de médecins, parce que demain, il y aura l'intelligence artificielle. C'est dit dans les couloirs. C'est pas un moment d'humour de ma part ce matin. Donc, vous imaginez bien que ça nous... Pardon ? Non, mais bon, alors je reprends. Donc, voilà. Donc, c'était... Comment ça vous fait réagir? Et puis, vous avez dit, l'un d'entre vous a dit, il faut de la confiance, de la transparence par rapport à l'intelligence artificielle. J'aurais envie de vous dire comment. Et est-ce que, à l'inverse, vous avez, peut-être pas je sais pas dans vos fonctions, mais rencontré des patients qui refusent qu'on continue à s'occuper d'eux parce que le médecin utilise l'intelligence artificielle? Vous voyez, enfin, à l'inverse. Parce que je me mets côté patient, si demain j'étais malade, quelle que soit la façon qu'on utilise l'intelligence artificielle ou pas, j'aimerais qu'on fasse le diagnostic et qu'on me donne le bon traitement. Donc, est-ce qu'à un moment donné, pour des raisons qui me dépassent, on n'en fait pas trop, alors que l'essentiel, c'est qu'on apporte le bon diagnostic et le bon traitement aux patients? Derrière tout ça, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir donc un gain de temps, bien évidemment, prédire si le traitement qu'on s'apprête à donner donne de bons résultats, et puis se dire peut-être que ça va faire des économies pour la sécurité sociale. Voilà. Là, j'ai entendu tout à l'heure, ne répondez peut-être, enfin bon, ça ne me regarde pas, mais on aura des réponses partagées, hein, parce que sinon, je vais plomber le temps.
qu'il n'y avait pas besoin d'argent public en plus. Très bien. Est-ce qu'on aura de l'argent public en moins? Pas sûr, évidemment. Mais je vous fais les questions et les réponses comme ça on gagnera du temps. Je ne suis pas certain que ça soit du domaine d'intervention là. Non, mais il y a quand même j'ai noté, alors je vais me permettre, un compartiment recherche au sein de l'ONDAM. Donc en tant que rapporteur de la branche maladie et donc où on décortique l'ONDAM, est-ce que vous avez déjà échangé avec au ministère en disant est-ce qu'il y aura un sous-ONDAM recherche pour l'intelligence artificielle? Est-ce que vous êtes en mesure de faire ce type de proposition? Puis enfin, parce que c'est quand même intéressant tout ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez possible? Alors, vous savez, il y a eu des chercheurs de Google Research et Google DeepMind qu'on dit que l'intelligence artificielle AMI superformerait dans certains cas les médecins et le diagnostic, enfin bref. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous croyez en l'intelligence artificielle complètement autonome? Donc ça revient à la question, il y a toujours besoin d'un médecin, mais quand même, bien sûr que ces études de Google, elles peuvent être très critiquées, j'en fais partie, des gens qui sont très méfiants par rapport à tout ça, mais quand on voit ce genre de choses arriver, on se dit mais ça va s'arrêter où quoi? Et puis dernière question, quand on a un projet tel que le projet Astrid, qui aujourd'hui est utilisé à la PHP, à la PHM, dans le CHU de Brest et de Montpellier, est-ce qu'on peut espérer à court terme que des projets comme celui-là soient utilisés dans, alors ça concerne du diagnostic radio, je crois, IRM, Rachi, etc., soient possibles dans d'autres CHU, dans l'ensemble des CHU, et c'est peut-être là où ça coûtera un peu plus. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Je donne maintenant la parole à Olivier Hennaut. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ces exposés. C'est à la fois passionnant, mais vertigineux. Mais en même temps, moi, je ne suis pas si surpris que ça, puisque je suis joueur d'échecs et depuis longtemps. Et autrefois, dans les années 90, même jusqu'aux années 2000, on battait assez facilement la machine. Aujourd'hui, même les grands maîtres ne peuvent plus battre l'intelligence artificielle dans le même temps. Hein, donc, ce n'est pas étonnant qu'on se pose des questions assez voisines en matière de santé. Et donc, j'ai deux questions, non pas parce qu'il faut des a priori ou justifier des choix, mais quand même, comment voyez-vous l'organisation du temps médical? Parce que penser que tout ça ne va pas bouleverser l'organisation du temps médical, je pense que c'est se bander les yeux. Il faut voir les choses quand même en faisant de la projection. Et puis, la deuxième question, au fond, vous avez beaucoup évoqué l'intelligence artificielle, l'IA, pour ce qui concerne les soins et le curatif. Or, nous avons l'ambition depuis longtemps, dans des questions complexes, une complexité liée à la culture française, de faire basculer notre système de santé vers plus de prévention. Et donc, comment l'intelligence artificielle peut-elle nous permettre de retourner notre système de santé et de l'orienter beaucoup plus vers la prévention? Je vous remercie. Très bien. Je vais couper là, on a encore 4 intervenants. Je vais vous demander de répondre. Alors, vous avez vu un peu l'exercice un peu compliqué. Ce que je vous propose, on va continuer dans le même sens, mais vous avez plutôt des réponses complémentaires aux questions, puisque voilà, sinon nous n'aurions pas assez de temps pour tout développer. Madame Guettier, je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions. Premièrement, sur la qualité des données. Vous parliez tout à l'heure de France Numérique 30. Il y a eu un support financier très important aux entrepôts de données de santé. Et je pense que la qualité des données passe par là, en tout cas des données issues du public. Après, il y a un point qui peut-être va être l'objet d'une discussion par mon collègue spécialiste de l'éthique, c'est la valorisation des données. On voit très bien certaines structures privées de santé qui cherchent à valoriser leurs données vis-à-vis de start-up ou de plus grands groupes qui travaillent sur l'IA, et ça c'est certainement un point de réflexion et d'attention. La deuxième question, c'est oui, le raisonnement médical. Je pense encore qu'il y a une place pour le raisonnement médical, je l'ai dit. Et dans les aspects éthiques de l'IA, il y a un mot clé qui est l'explicabilité. C'est-à-dire que même pour un algorithme prédictif, ce n'est pas encore le cas sur ce que je vous ai montré, mais ça va l'être, l'algorithme va fournir au pathologiste les images histologiques sur lesquelles il a basé sa prédiction. Et ça, c'est très important et ça laisse un contrôle au médecin qui, à mon avis, reste fondamental.
Sur les aspects patients, alors pour l'instant, on n'a pas un recul pour l'expérience que je connais très long, donc il est certain qu'on avertit les patients qu'on va utiliser l'IA dans leur diagnostic et cette information est suivie de la possibilité pour le patient de faire opposition à cette utilisation de l'IA. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de retour négatif des patients. Je parle de l'aspect prédictif cancer du sein, mais ce n'est que le tout début. Effectivement, les médias font que certains patients peuvent effectivement avoir un peu peur que l'IA ne devienne maître de leur santé et ne laisse plus la place aux médecins. Organisation du temps médical, oui, comme je l'ai dit, en tout cas pour ma discipline, ce que je connais le mieux, l'IA va permettre de gagner du temps, mais encore une fois, pour des tâches extrêmement fastidieuses et où l'input intellectuel du médecin n'est pas très importante, et va permettre au médecin de se recentrer sur des tâches où, au contraire, sa capacité d'intégration très complexe reste encore au jour d'aujourd'hui utile pour aboutir à une discussion diagnostique entre les différentes disciplines. Merci beaucoup, Monsieur Grezon. Merci, beaucoup de questions passionnantes. Alors là aussi en les prenant au fil de la discussion. Alors, juste pour redire, hein, je n'ai pas dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas ne pas avoir d'argent public en plus dans tous les coups. Il y a des domaines sur lesquels il en faudra sur la partie soutien à l'innovation, recherche, santé publique. En revanche, il y a des solutions d'IA qui vont trouver leur logique médico-économique dans l'organisation du temps médical, les gains d'efficience pour le système, les fonctions support du dispositif, et que tout ceci doit être analysé et suivi. Sur la question du temps médical, elle est majeure. J'y ajouterai la question de la conjonction des temps médicaux et paramédicaux. Pour vous prendre un exemple très pratique, hein, dans la région de Lisbonne au Portugal, a été mis en place un système opéré par les infirmiers libéraux qui ont sur leur smartphone un outil de détection du cancer de la peau qui déclenche en cas d'alerte une téléconsultation avec un dermatologue. Et donc la diffusion de ces applicatifs invitera à repenser les frontières entre professionnels médicaux et paramédicaux, beaucoup plus qu'à mettre en danger tel ou tel métier. Je me permets de vous renvoyer à une étude qu'on avait faite en 2019 pour l'Institut Montaigne, alors franchement, pour être parler avec humilité, la révolution de l'IA générative, on ne l'avait pas vu venir, mais vraiment pas du tout. En revanche, dans le modèle de l'Institut Montaigne de 2019, c'est un modèle qui reste valide sur l'évaluation des impacts pour les métiers de la santé, de l'IA et de la robotisation, avec comme ligne directrice l'idée que la diffusion de ces technologies ne supprimerait pas telle ou telle spécialité médicale, mais amènerait plutôt des déplacements de fonctions entre spécialités avec les professions médicales, et qu'en revanche, avait été établi un modèle d'automatisation potentielle d'un certain nombre de fonctions support du système, fonctions administratives, de gestion, la logistique médico-technique, avec une fourchette basse qui avait été estimée à l'époque à 40 000 équivalents temps plein et une fourchette haute à 80 000 équivalents temps plein. Fonctions sans aucun lien avec la relation avec le patient. Si on devait refaire cette étude aujourd'hui, d'ailleurs sans doute faudrait-il le faire, je pense qu'avec l'IA générative, on resterait sur la même ligne de conclusion au fond, mais en étant beaucoup plus au niveau de la fourchette haute, ce qui renvoie à la nécessité, maintenant impérative, d'un vrai plan de gestion prévisionnelle d'emploi et de compétences sur ces fonctions pour pouvoir aider les professionnels à s'adapter à l'évolution de leur métier. Et puis, dernier point sur la partie relation avec les patients et accès aux données. Effectivement, les conditions de la création de la confiance, elles sont majeures. C'est pour ça que ce cadre de garantie humaine, il est important, et c'est pour ça que les représentants des patients doivent participer à ces méthodes de supervision de l'IA. D'ailleurs, leurs représentants France Asso Santé, ils sont favorables. Et ce qui est vrai au niveau global doit être aussi au niveau intuitu personné. Et c'est pour ça que l'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge est, depuis la loi de bioéthique que vous avez adoptée, un nouveau devoir pour les professionnels. Sur l'accès aux données, une dernière phrase, pour vous dire que on est clairement dans un des sujets sur lequel on peut plus se permettre l'hystérésis. Et que ça a bien été dit par Thomas Séjourné, le développement des outils d'IA générative à marche si rapide est aussi un gigantesque mouvement d'exfiltration de nos données de santé hors du périmètre applicatif du RGPD.
et que si on n'est pas capable de développer en France des outils de collecte et de traitement de données de santé dans des cadres de confiance dans l'année qui vient, nous perdrons la main sur la maîtrise de notre système de santé. Et de ce point de vue-là, un certain nombre de débats qu'on a entendus à propos du Health Data Hub il y a quelques mois paraissent aujourd'hui complètement datés. Il faut avancer et peut-être, là je m'exprime évidemment à titre personnel, mettre en lumière dans notre droit des questions. Alors vous avez su, et c'était très bien, comme législateur, mettre en place ce dispositif dit d'opt-out pour le dossier médical personnel. Sans doute faut-il un dispositif du même ordre quand on est dans un cadre de confiance, reste à définir ce qu'est un cadre de confiance, validé par la puissance publique pour l'accès et le traitement des données de santé. Après tout, c'est le même genre de régime que vous avez bien voulu instituer pour les prélèvements d'organes. Et il y a un vrai enjeu vital, je pèse le mot, pour l'avenir de notre système de santé, de créer ces cadres d'accélération des traitements de données dans des cadres de confiance en 2024. Merci beaucoup. Monsieur Lucas Mollo, s'il vous plaît. Alors, de façon succincte, je vais aborder quelques points pour répondre aux différentes questions qui ont été posées, d'où moi je peux éventuellement donner mon éclairage. Donc, la qualité et la sincérité des données, ça c'est très important, vous avez tout à fait raison, ça c'est très important, et je pense que les bases de données doivent être, comme c'est le cas de HDH par exemple, c'est très important d'avoir des bases de données qui soient propres, crédibles, sécurisées, donc c'est très important pour pouvoir avoir des informations crédibles qui sont issues de l'intelligence artificielle. Après, on ne peut pas se passer, encore une fois, de la supervision humaine. Moi, je suis encore persuadé que la supervision humaine est fondamentale. Donc, on ne peut pas dire que l'IA va remplacer l'humain. Pour moi, c'est un peu tôt pour le dire, et ce ne serait pas une bonne chose. La remarque concernant les antibiotiques. Alors, moi et l'industriel ne vous dira jamais que l'innovation doit remplacer l'ancien. Pourquoi? C'est un des rares domaines, justement, dans la thérapeutique, où l'innovation ne doit pas remplacer l'ancien. Pourquoi? Parce que, justement, tant que les anciens antibiotiques fonctionnent, il faut surtout prescrire cela. Donc, et c'est très important de le faire, parce qu'autrement, comme vous le dites, ça va entretenir donc, justement, les phénomènes de l'antibiorésistance. Il faut réserver, on va dire, les bazookas quand vraiment on est dans une impasse. Et donc, par contre, là, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, si on ne continue pas à faire de la recherche dans le domaine des antibiotiques, on va se retrouver vite dans une impasse. Et vous avez raison, la gestion optimale des traitements est fondamentale. Et les dictons du passé, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, c'est toujours valable. Donc, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Après, il y a l'autre chose importante pour moi à évoquer, c'est le temps médical. Alors, justement, parmi les sénateurs, vous avez évoqué cette affaire. Donc, les temps médicaux, effectivement, l'IA peut aider énormément. Les cliniciens, l'IA peut apporter, par exemple, une aide à la décision. On peut avoir un diagnostic assisté. On peut avoir de la médecine personnalisée. On peut s'assurer que le médicament qui est prescrit va avoir plus de chances d'être efficace. Mais surtout, ce qui est important, par exemple, c'est que le clinicien a besoin aussi d'être aidé. Par exemple, vous avez cité le fameux Mon Espace Santé. Est-ce que vous avez été voir votre espace santé, ce qu'il y a dedans? Donc, moi, ça fait longtemps que je le dis, je pense que l'intelligence artificielle pourrait être utile pour agréger les données. Donc, et faire en sorte qu'on a beaucoup, moi patient, j'ai fait beaucoup d'examens, je suis polypathologique, voilà, et je regarde mon espace santé. Si vous attendez que ce soit l'individu, les citoyens, le patient qui remplissent les données dans mon espace santé, ben, c'est peine perdue, ça ne marchera pas. Par contre, l'intelligence artificielle peut vous aider à agréger, à retrouver ces données, les mettre dans le même espace, et le clinicien peut aller regarder. Voilà, lui, il a eu tous ces examens. Donc, je peux comprendre mieux son parcours, sa pathologie, son historique, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faciliter la vie des cliniciens et du système de santé. Et on peut faire des économies. Combien d'examens sont faits, par exemple, on double, parce que le clinicien d'à côté ne sait pas qu'il a fait déjà un scanner, une radio, etc. Bon. Et après, l'autre chose importante pour moi, c'est la prévention. Une des sénatrices a évoqué la prévention. Tout à fait. La prévention est fondamentale, parce que ça donne plusieurs avantages. Donc, l'intelligence artificielle peut agir pourquoi? Donc, un des aspects importants, c'est avoir des signes ou des signaux sans que, justement,
la symptomatologie apparaisse. Et donc ça, on peut avoir la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir identifier des signaux qui peuvent prédire le fait que les patients peuvent développer une pathologie à un moment donné. Ça, c'est un exemple. Le deuxième, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour prédire l'aggravation d'une pathologie. Et donc, du coup, c'est déjà une chance en plus pour les patients de s'en sortir. Donc, autrement, ça serait une perte de chance pour les patients de ne pas le faire. Et deux, c'est un gain aussi pour la sécurité sociale et pour la collectivité. Parce que ces patients coûteront moins, donc parce qu'on sera pris en charge plus tôt. Voilà. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Madame Gilbert. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais compléter un petit peu. Je vais répondre à Madame sur le fameux ogre qui peut dévorer les données, effectivement, hein, et sur la sincérité et sur la qualité des données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très réglementé quand on met en place une étude, quelle que soit la base de données qu'on utilise. Et nous, par exemple, dans les laboratoires pharmaceutiques, nous avons une obligation de publication et de valorisation des résultats. Donc, toutes nos études sont protocolisées et font appel à un comité scientifique. Et puis, voilà, il y a des équipes statistiques qui surveillent tout ça. Donc, pour l'instant, les choses sont quand même bien cadrées, notamment dans les laboratoires pharmaceutiques. Pour votre question sur les mathématiques à l'école et sur les Français sont-ils cartésiens et les fake news, alors effectivement, c'est un sujet très vaste, on pourrait y passer l'audition. Moi, j'ai confiance quand même dans la nouvelle génération. Effectivement, je pense qu'il faut apprendre les fondamentaux à nos enfants et surtout développer la capacité d'analyse et la prise de recul de nos jeunes générations pour en faire des citoyens intelligents et responsables. Mais peut-être dès le départ, effectivement, quand on leur apprend les techniques d'intelligence artificielle, peut-être dès le plus jeune âge, les former au risque. Donc, à la fois les opportunités et les risques pour qu'ils arrivent en conscience. Et puis un petit mot aussi, j'en profite pour donner envie aux jeunes femmes de se tourner vers ces métiers. Pour le médecin qui remplace le soin, il y a aussi ces aspirateurs à données, un petit peu comme j'appelle ça. Ça veut dire que parfois, comme le disait tout à l'heure mon collègue, un patient va rencontrer plusieurs médecins qui se parlent peu entre eux. Et quand on aura une interopérabilité des différents systèmes, des logiciels de chacun, et qu'en fait, en cliquant sur un bouton, on pourra voir la chaîne et chacun pourra avoir accès aux informations, ce sera déjà une grande avancée. Marguerite Cazeneuve de la CNAM en parlait à Cham l'année dernière. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à l'heure, on posait aussi la question de la confiance. Comment ? Avec de la pédagogie, parce que quand on comprend les choses, on y adhère toujours plus facilement, bien sûr. L'intelligence artificielle permet aussi de faire de la data visualisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande parfois aux citoyens ou aux patients d'avoir accès à leurs données pour mettre en place une étude. Et le livrable de cette étude, c'est un rapport qui fait 500 pages, qui est illisible et que même nous, experts, nous peinons à lire. Donc aujourd'hui, la data visualisation permet de mettre en image un peu ces données. Donc on peut avoir des superbes images ou même des choses qui bougent, qui sont en temps réel à partir des données qu'on obtient. Et si on arrivait à prouver aux patients, à leur dire, voilà, vous avez partagé vos données pour cette étude, mais regardez ce qu'on en a fait, ça a aidé tel médecin à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre les stratégies thérapeutiques, à mieux faire de la recherche sur votre qualité de vie. Voilà, tout un tas d'outcomes qu'on regarde, nous, dans nos études, et de les mettre en image, de les inviter peut-être à des congrès pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils ont partagé leurs données. Je pense que ça pourra aider aussi beaucoup. Et quelqu'un parlait d'étendre certains projets. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Quand il y a un projet qui fonctionne dans un CHU, il faut effectivement se mettre en place les moyens pour les étendre et pour que ce soit des projets nationaux. Monsieur Séjourné. Merci beaucoup. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, alors je vais essayer de focaliser sur certains points et pas répondre à toutes les questions, mais en ce qui concerne la qualité des données, en fait, il existe déjà des cadres d'évaluation non standardisés, mais plus ou moins généralement acceptés, de l'acceptabilité de la qualité des données, en particulier le cadre de l'IMA, enfin de l'Agence européenne du médicament pour son entrepôt Darwin, qui met en avant 5 axes majeurs, que ce soit la fiabilité des données, l'étendue des données, la cohérence des données, leur temporalité et leur pertinence, qui sont évalués par des sous-critères qui permettent en fait de prendre chaque source de données et voir effectivement à quelles questions elle peut répondre et à quelles questions elle ne peut pas répondre. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, en France, on entend souvent dire qu'il y a des millions de données.
Effectivement, on a le cadre des données du SNDS qui sont représentatifs, sont des données médico-économiques à la granularité finalement assez limitée pour la compréhension d'un patient. On n'a pas les résultats de tests, on n'a pas l'ensemble de la chaîne des médicaments, on n'a pas la consommation intra-hospitalière. On a une vue partielle parce que ce sont des données médico-économiques dont l'objectif est la sécurité sociale et donc la T2A. Et à contrario, on a les cohortes et les registres qui sont constitués au sein des centres d'excellence académique, mais qui ont été constitués sur la base d'un protocole, sur une population définie, sur des critères d'inclusion et d'exclusion précis, et donc qui représentent une population définie quasiment comme un essai clinique, mais qui ne reprend pas la donnée en vie réelle. Le vrai challenge qu'on a va être la qualité, la profondeur des données et leur étendue. C'est des travaux sur lesquels on travaille avec le Paris Cancer Cluster, le HDH, d'autres instances, l'AIS, la DNS, sont conscients de ce sujet-là. On ne connaît pas les questions futures, on connaît juste la matière qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc en fait, il faut savoir si on va investir sur des piliers pathologiques, certains cancers, certaines pathologies, parce qu'elles seront d'intérêt national, ou alors étendre le scope, et effectivement, comme le disait Lucas, avoir, grâce au DPI, enfin, pardon, DMP maintenant, l'exhaustivité des données et l'intelligence artificielle peut, à l'heure actuelle, déjà, on a certains acteurs structurateurs de données émergents en France, et on a la chance d'avoir en France des champions internationaux sur le sujet, qui ont une capacité maintenant à restructurer en profondeur ces données. Question suivante. Sur le besoin des médecins. Alors, vous disiez, effectivement, a-t-on besoin plus de médecins parce qu'il y aura l'intelligence artificielle ? La question est débattable, puisqu'en fait, ça reflète l'évolution de la société. La société française, et c'est français mais c'est au niveau global, fait face à 4 grands vieillissements, qui sont le vieillissement de la population et dont le besoin de soins devient exponentiel avec l'âge, donc le même nombre de patients, mais des nombres de soins démultipliés. Un vieillissement, malheureusement, des professionnels de santé, puisqu'on voit beaucoup de déserts médicaux qui apparaissent. Moi, personnellement, pour trouver un médecin généraliste, il m'a fallu 6 mois, et j'ai eu le droit à un quart d'heure avec mon médecin généraliste pour parler des problèmes que j'avais. Donc déjà, on a un problème de service de soins. Donc l'intelligence artificielle va pouvoir peut-être aider à préparer le diagnostic, enfin à préparer l'entretien pour que le médecin puisse s'orienter, mais on aura toujours besoin de plus en plus de médecins, puisque la population aura des besoins de plus en plus. Et les 2 derniers vieillissements viennent en fait ensemble, sont le vieillissement de nos infrastructures, et donc qui fait le lien en fait avec la transposabilité des outils de développement d'intelligence artificielle dans de plus en plus de structures. À l'heure actuelle, on a différentes citadelles qui travaillent ensemble au sein d'un petit royaume, qui communiquent pas forcément entre elles. Donc il faut effectivement renforcer les communications, les projets communs, les projets de territoire pour répondre aux besoins des populations précises. Et le dernier vieillissement est quand même celui des méthodes, de l'évaluation des patients. Effectivement, à l'heure actuelle, j'arrive chez le médecin, je lui raconte, je donne mon ressenti. Est-ce que le médecin a toutes les clés pour pouvoir prendre une décision ? J'ai peut-être été à l'hôpital, j'ai peut-être été voir un autre médecin. Ces informations ne sont pas forcément partagées. Pardon. En ce qui concerne le refus de soins, je n'ai pas encore à connaissance de cas particuliers, de cas précis dans lequel un patient a dit « non, je refuse ». Cependant, il y a quand même un besoin d'explication. Quand un médecin arrive, dit « voilà, sur la base de cette analyse », et donc par intelligence artificielle, il y a un travail, une discussion quand même d'éducation sur comment est-ce qu'on en est arrivé à ces discussions-là. Parce que des fois, ça peut être des choses qui sont fondamentales. Par exemple, quelqu'un vient pour un cancer du sein, et on lui dit que grâce à l'intelligence artificielle, on a trouvé un cancer du sein avec tel biomarqueur, tel cas spécifique qui pose un diagnostic potentiellement assez sévère. Donc il y aura des gains médicaux qui permettent de préparer, mais bon, finalement, il y a aussi un besoin de compréhension pour les citoyens de ce que peut faire l'IA, et encore une fois, de ce que ne peut pas faire l'IA, et la responsabilité du médecin ultime dans la prise en charge de son patient. Pour le transfert des technologies, je suis passé rapidement dessus. Concernant le jeu d'échecs, c'est un super bon exemple, puisqu'en fait, la première fois qu'une intelligence artificielle a battu un être humain, c'était Kasparov avec Deep Blue, et c'est sur la base d'une erreur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu reproduire cette partie, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle de Deep Blue, à l'époque, a sursaturé et a fait un mouvement aléatoire qui a déstabilisé Kasparov. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement ? L'intelligence artificielle a-t-elle battu ou s'est-elle juste trompée de façon heureuse ?
Donc voilà, s'il y a un débat à avoir, heureusement on a fait beaucoup de progrès maintenant. Effectivement, battre une IA en échec, il faut se lever vraiment très tôt. Et concernant la prévention, alors je finis rapidement. J'ai eu le bonheur de visiter le Japon il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, alors, je ne sais pas quel est le cadre, si c'est national, régional, local, mais j'ai croisé un pharmacien qui avait travaillé à Levallois. Bon, c'est random. Et du coup, il m'a présenté en fait un peu certains modes de prise en charge et qui, sur la base de mon profil personnel, donc on va dire homme, 40 ans, sédentaire, employé de bureau, forme physique douteuse, dit, sur la base statistique, l'équivalent d'un SNDS, dit, voilà, dans les 4-5 ans, vous aurez cet ensemble de risques potentiels. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer tous les rendez-vous médicaux préventifs, vraiment voilà, un schéma de prise en soins préventive, avec effectivement différents tests qui devront être conduits, mais voilà, qui pourront justement permettre une prise en charge et justement m'accompagner dans ma santé. Et pour conclure, c'est vrai que les geeks, on n'a pas forcément bonne réputation dans un milieu normal, mais finalement, je suis un fier représentant de cette génération qui a été abreuvée avec beaucoup de choses et qui finalement nous permet de penser, repenser le monde de façon différente et d'aborder des technologies pas avec, être effrayé par cette technologie, mais la prendre pour ce qu'elle est et pas sur le fantasme qu'elle représente. Merci, ça pourrait faire le mot de conclusion également. Alors, il me reste encore plusieurs intervenants. Ce que je vais vous demander, vu l'heure, c'est vraiment de préciser vos questions. Et je demande aux intervenants de préciser leurs réponses de façon à ce que nous tenions. Il nous reste 25 minutes. Jean-Luc Fichet. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants. On aborde là un sujet qui, en fait, aujourd'hui, envahit notre quotidien. L'intelligence artificielle est de plus en plus invasive. Alors on voit bien ce qu'elle a comme potentialité, ce qui est très fort, mais aussi ce qu'elle a de vertigineux, c'était tout à l'heure, d'inquiétant, parce que on ne le maîtrise pas et on sait que ça va être de plus en plus présent sur énormément de sujets qui ne concernent pas simplement la santé. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la santé, ma question va être précise pour ne pas être trop long sur les considérations générales. On a aujourd'hui des cabines de télémédecine qui s'installent dans nos communes. Les cabines de télémédecine, il y en a 600 qui vont être mises en place par la SNCF dans les gares. Avant, on était un petit peu en retrait et on voit que ces cabines-là, malgré tout, dans les pharmacies, etc., prennent de la place et c'est l'intelligence artificielle. Et on peut imaginer que demain, l'intelligence artificielle s'empare aussi de ces cabine de télémédecine et que la consultation se fasse naturellement auprès d'un spécialiste qui en fait sera virtuel mais qui répondra à nos questions de par un matériel extrêmement sophistiqué dont on aura la maîtrise. Et puis l'autre aspect, c'est aussi l'intelligence artificielle qui est autonome, qui génère à un moment donné ses propres paramètres. On le voit sur les algorithmes qui concernent les Uber, etc., où tout d'un coup, il y a des nouveaux aspects, de nouvelles gestions qui sont mises en place par les algorithmes et dont plus personne n'a la maîtrise. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel on peut être inquiet. Merci. Merci. Patricia Demas. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, d'abord, merci à l'ensemble des intervenants pour la richesse de leurs interventions et leurs explications. Effectivement, l'intelligence artificielle au niveau de la santé pose la place de l'intelligence artificielle, outil d'aide à la décision ou outil de décision. Ça interroge donc le périmètre de ce que l'on veut faire de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là comme dans d'autres. Ça interroge aussi la transparence et l'explicabilité des algorithmes, la compréhension et à la fois de par les personnels de santé mais aussi pour les patients. Quelle décision, sur quel type. Et pour être assez rapide, moi je m'interroge, aujourd'hui on entend les cyberattaques sur les systèmes de données. Quel garde-fou peut-on mettre en place pour garantir la sécurité de ces données qui sont traitées? Elles le sont de manière saine et sincère à l'instant N. Est-ce qu'elles le sont à l'instant N+1? Quels sont les garde-fous qui permettent d'avoir cette confiance dans les données traitées? Et puis aussi les risques liés à la transmission de ces
des communications entre les systèmes d'IA et les bases de données aussi entre les différents établissements. Comment garantissez-vous, ou comment peut-on avoir la garantie de pouvoir sécuriser le flux de ces données qui sont données à l'analyse? Voilà. Merci beaucoup. Cathy Pourceau-Pouli. Je vais essayer d'être rapide aussi, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet finalement passionnant parce que ça a été dit par plusieurs de nos collègues. Aujourd'hui, c'est un sujet qui nous interpelle au quotidien parce que finalement, nous sommes complètement, nos vies sont aussi voilà, régies autour de l'intelligence artificielle qui est partout finalement. Qui n'est pas que dans les données de santé, mais qui est partout. Alors moi, je pense que l'intelligence artificielle est une bonne chose. Évidemment, elle est une source de progrès pour la médecine, que ce soit d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, pour la détection des symptômes de maladies ou dans le traitement des malades. Mais je pense aussi qu'il nous faut évidemment veiller à la manipulation des données par les puissances extérieures. Il nous faut donc veiller plus encore à la confidentialité des données massives recueillies. Je pense que c'est pas rien, et surtout lors de stockage et de leur exploitation. On a bien vu, on a tous entendu parler de ce qui s'était passé, excusez-moi, avec Microsoft. Donc il y a eu quand même un problème sur les données, sur les données de santé, quoi. Donc il faut quand même veiller. Et moi, je pense également que c'est en se donnant les moyens en France, avec évidemment des moyens de formation, des moyens de financement, des moyens de formation chez nos jeunes, que nous pourrons évidemment faire face, parce qu'autrement nous ne suivrons pas et eh bien, nous serons dans une difficulté importante. Il y a, donc ça a été dit tout à l'heure par une collègue, moi j'y tiens également, il y a l'intelligence artificielle et puis il y a évidemment l'expertise humaine qui est, à mon sens, importante et à laquelle il faut évidemment veiller. L'intelligence artificielle est aussi parfois critiquée et j'ai feuilleté le livre de Jean-Emmanuel Bibeau, qui a pointé dans son bouquin l'émergence finalement de l'intelligence artificielle en médecine. Et puis il a aussi souligné quand même quelques risques liés à son utilisation. Et je voudrais avoir votre avis, je ne poserai qu'une question. Il craint surtout que leur accès ne profite qu'à une poignée de privilégiés, c'est ce qu'il dit, et que finalement l'intelligence artificielle aggrave les inégalités de santé. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Une question très rapide. On va remercier tous les intervenants pour leurs informations sur l'intelligence artificielle. Donc, eh bien, effectivement, il va y avoir une intervention beaucoup plus importante, bénéfique pour la prise en charge des patients, avec gain de temps pour débuter le traitement, évaluation immédiate et prédiction, personnalisation du traitement. Même, vous l'avez dit, s'il reste une place pour le raisonnement humain. Ma question est très simple. En fait, comme l'IA va préciser mieux le traitement, va préciser l'évolution après le traitement, et donc, est-ce qu'on ne va pas pouvoir, bien sûr, avec le raisonnement humain, limiter davantage les contrôles en aval des traitements? Merci beaucoup. Et pour terminer, Émilienne Poumirol. Et ensuite, je donne la parole au... Oui, merci Monsieur le Président, merci à tous les intervenants. Je vais être bref puisque le point sur lequel je voulais insister vient d'être soulevé par Daniel Chassaing, par Cathy et par d'autres collègues sur effectivement cette révolution que nous sommes en train de vivre et qui va tellement vite qu'on a peut-être un petit peu mal à suivre, et sur l'inquiétude qui reste la mienne par rapport aux facteurs humains, à la fois côté médecin mais aussi côté patient. Parce que vous dites, et je l'espère, qu'il restera longtemps une place
pour les médecins, mais je voudrais aussi qu'on ait un peu le focus sur les patients. Vous nous avez montré des images d'un cancer du sein, très bien, diagnostic, prédiction, faut-il ou non faire une chimiothérapie, mais un cancer du sein, c'est pas un cancer du sein, c'est un cancer du sein chez une femme donnée qui a aussi d'autres pathologies, qui a d'autres facteurs de risque, etc. Et j'aimerais qu'on repense, non pas organe par organe, mais dans la... Et j'ai peur que l'IA soit plus ciblée sur organe par organe que sur la globalité du patient. Ma question elle sera très simple, elle est dirigée vers l'industrie pharmaceutique. Vous nous avez expliqué l'importance de l'innovation, des gains de temps que l'on pouvait avoir, des gains en coût. J'aimerais juste savoir, je vais être un peu provocatrice, je vais le dire, est-ce que cela aura un retentissement sur le coût des médicaments, qui aujourd'hui, les médicaments innovants sont des coûts exorbitants, est-ce qu'ils vont rester à des coûts pareils? Merci beaucoup. Il nous reste 15 minutes, donc 3 minutes par intervenant. Je vous laisse choisir la nature de vos questions et de complémentaires. Monsieur Grezon, vous avez la parole. Un grand merci, Monsieur le Président. Pardon aux collègues et pardon à tous, puisque je dois aller me rendre à un rendez-vous médical familial réel. Et ça fait la conclusion de cette session. Moi, j'ajouterai un point sur la partie. Le contrôle humain est très important, il est obligatoire. Dans la loi de bioéthique, dans le règlement européen sur l'IA. Il sera sanctionnable dans 1 an pour l'IA générative, dans 2 ans pour l'IA en santé. Et au moment où on se parle, se jouent les dernières étapes de négociation conventionnelle médicale. Et vous avez un acteur comme la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, qui a proposé de faire reconnaître le contrôle humain dans la Convention pour donner une valeur à cet acte de contrôle de l'IA. Et je pense que c'est un bon cap et qu'à vrai dire, j'espère que ces propositions et recommandations seront reprises. A été relevé effectivement les questions de cybersécurité qui sont majeures, pas spécifiques à l'IA, hein, c'est le numérique en général, mais plus on se digitalise, plus l'exposition au risque est importante. Le contexte géopolitique dans lequel nous évoluons incite à dire que la santé et l'IA sont aussi des terrains possibles de conflictualité et d'instrumentalisation, donc sujet majeur. Comme l'est également la question du risque d'inégalité potentielle d'accès à l'innovation. Et pour vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'on est à quelques mois de l'apparition d'une espèce de Netflix de l'IA en santé, où vous aurez un opérateur extra-européen qui va proposer une plateforme avec une batterie d'algorithmes de première ligne qui seront accessibles moyennant quelques dizaines d'euros par mois, sans aucune intermédiation par des professionnels de santé. Et il faut bien réaliser qu'en l'état de l'opinion, cette perspective aura sa séduction. Elle aura aussi ses effets pervers redoutables. Risques médicaux, de risques pour les patients. Vous avez raison, Madame la Sénatrice, la perte de repères et la perte d'humanité. Mais aussi risque pour le système de santé, parce qu'un objet de ce type, s'il n'est pas maîtrisé sur le territoire national, ça veut dire aussi la perte de la maîtrise de la régulation de ce système. Donc il y a vraiment c'est un mot que j'utilise rarement, mais en écho à ce que disait Lucas Mollo, une urgence à se doter d'outils souverains de ce type, une plateforme souveraine française européenne de distribution d'IA d'algo de confiance et un système d'IA générative applicable au dossier médical personnel pour permettre de produire des comptes rendus synthétiques pour rendre ces informations plus utiles pour les professionnels de santé. Ça veut dire des outils de souveraineté, des référentiels techniques, Secnum Cloud, des opérateurs qui auront été sélectionnés, des choix politiques. Là, il est clair que je vous aurais sans doute pas dit ça il y a 1 an, mais le rythme d'accélération que l'on voit sur l'IA générative montre que vous avez fort bien fait de porter ces sujets à votre ordre du jour, parce que c'est l'année, peut-être encore, où des décisions peuvent être prises, mais au-delà, sans doute, on sera de l'autre côté de la colline. Merci beaucoup. Madame Guettier. Peut-être pas grand-chose à ajouter à ces
ces prévisions un peu alarmistes. Juste pour répondre sur la prise en charge globale du patient, à l'heure actuelle, cet apport, si je reprends l'exemple de l'algorithme prédictif dans le cancer du sein, ce n'est qu'un élément qui aide le clinicien à mieux prendre en charge sa patiente, bien évidemment. Ça, c'est évident. Difficulté, inégalité d'accès à l'IA, donc on en a parlé de manière plus générale, c'est déjà probablement un petit peu vrai, avec des systèmes peut-être un peu à deux vitesses, si je compare pour ma discipline, entre le système libéral qui a pris un petit peu d'avance en faisant payer cette IA directement aux patients et le système public que j'essaye de défendre pour qu'il arrive au même niveau. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Luca Molo. Oui, merci. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, donc mais je vais me focaliser sur 3-4 points. Donc, je démarre par la fin, donc pour répondre à Madame la sénatrice quand elle parlait de coût des médicaments. Donc, déjà, l'intelligence artificielle peut justement aider à très probablement réduire les coûts de développement des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde a cette notion, pour arriver à un médicament qui est mis à disposition des patients, on démarre par 100 000 molécules qui sont criblées. Donc seulement 100 de ces molécules sont testées, 10 deviennent candidats médicaments et un seul arrive donc au patient. Donc du coup, ce qui est important, c'est de savoir que beaucoup de médicaments qui sont testés dans cette chaîne, du coup, ne deviennent jamais un médicament qui arrive chez le patient. Donc, je comprends bien la problématique du coût des médicaments, mais à un moment donné, il faut savoir soutenir l'innovation. L'innovation passe malheureusement par des étapes qui sont difficiles, parfois des médicaments qui sont arrivés presque en phase 2, phase 3, et qu'on doit arrêter, et pour un laboratoire, c'est un coût exorbitant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans les évaluations pour les prix, on ne tient pas compte de l'apport qu'un médicament peut avoir sur un impact économique sur le système de santé. Prenons un exemple, les thérapies géniques, par exemple, que potentiellement peut être guéritrice. Donc, si on arrive à trouver des médicaments qui sont efficaces, aujourd'hui, il faut trouver le bon modèle, par exemple, pour dire si un médicament arrive à soigner une pathologie, cette personne qui va en bénéficier pendant toute sa vie. Si on n'avait pas trouvé la solution, cette personne aurait coûté toute la vie. Donc à la collectivité, vous savez que certaines maladies rares coûtent très cher parce que ces prises en charge sont lourdes, etc. Donc aujourd'hui, dans la prise en charge de certains médicaments, comme c'était le cas dans le passé pour certains d'autres, je ne vais pas les citer, donc on n'a pas tenu compte de l'impact prospectif de la nouvelle thérapeutique et de l'innovation. Donc l'autre chose, c'est vous avez évoqué le fait que l'IA prête attention à l'organe plus que la personne. Alors moi, je dirais que pour moi, c'est un peu l'inverse, justement. Le fait que l'intelligence artificielle puisse balayer large. Donc en partant d'un organe, effectivement, vous avez raison, mais derrière tout ça, on peut avoir accès à toutes les données qui peuvent être utilisées au bénéfice du patient. Et pourquoi pas à partir d'un organe? Mais je suis d'accord, à un moment donné, on a une pathologie, il faut bien identifier la pathologie, il faut le faire vite, il ne faut pas qu'on tarde trop, donc il faut qu'on fasse la prévention. Mais derrière tout ça, par contre, on a tout un système dont il faut tenir compte et l'IA peut vraiment aider. Et après, je termine. Les systèmes de santé, la sécurité, moi je ne suis pas un expert en cybersécurité, donc je ne vais pas prétendre de donner des conseils sur le sujet, mais on le sait tous, c'est un besoin majeur. Il faut vraiment que la cybersécurité soit une vraie problématique pour le futur, pour les données de santé. Mais il y a un autre problème qui est lié aux bases de données et au système de santé, c'est l'interopérabilité. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que aussi ces données, on arrive à les faire communiquer entre elles. Parce que si on n'a pas cette communication entre les différentes bases, on perd justement en qualité, on perd en spécificité, et ça c'est très important. Merci beaucoup, Madame Gilbert. Oui, merci. Je vais apporter quelques compléments. Donc effectivement, sur la question sur la cybersécurité, c'est de l'informatique, c'est vraiment du codage. Donc il faut s'assurer que les données soient codées de bout en bout. C'est vraiment extrêmement technique, donc on ne pourra probablement pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est un sujet majeur et c'est une très bonne question. Moi, je dirais que pour rassurer aussi la plupart de ces craintes, il faut prévoir des évaluations de l'impact.
on met en place des projets et évaluons les impacts positifs ou moins positifs de certains de ces projets. En quoi ça a marché, qu'est-ce que ça a apporté, où est-ce que ça a été défaillant, et au fur et à mesure, on progressera. Donc je propose que sans évaluation de l'impact, on ne pourra pas se rassurer, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et pour le sujet des cabines de télémédecine et autres, on sait qu'aujourd'hui, un patient qui est traité par un placebo, on a parfois des résultats surprenant. Parce que le fait d'avoir une intelligence, depuis tout à l'heure on parle d'intelligence artificielle, mais le fait d'avoir une intelligence émotionnelle de la relation humaine avec un médecin, parfois ça suffit à donner un petit peu un chemin vers la guérison. Ça dépend évidemment des pathologies. Mais donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude là-dessus. La relation avec le médecin restera primordiale. Très bien, c'est aussi un message d'espoir, ça. Monsieur Séjourné. Merci beaucoup. Je vais dans la continuité en fait. Alors pour le sujet en fait de ce qui est sécurité de l'information et particulièrement de données de santé et les risques de cybersécurité, la France a déjà un cadre qui est quand même très normé, qui est très solide grâce au référentiel sécurité du SNDS et avec les différentes normes, en particulier SecNum Cloud, qui sont très importantes. Attention quand même au fait que la recherche nationale est très limitée. On parle maintenant de recherche internationale au niveau européen, multicentrique, afin d'avoir une véritable représentativité des patients. On ne peut pas établir des normes qui seraient limitatives à la France et donc qui effectivement feraient une souveraineté, mais qui finalement serait une souveraineté nationale pour nous-mêmes et qui empêcherait en fait l'innovation et l'attractivité, puisqu'elle empêcherait en fait l'interopérabilité des systèmes avec les différentes personnes, puisqu'il est difficile d'imaginer que sur une étude multicentrique franco-allemande, les hôpitaux allemands doivent transférer leurs données en France pour respecter une norme. Donc il y a un cadre à mettre en place, sachant qu'au niveau européen, on voit 4 grands blocs qui sont en train de se dessiner sur ces sujets-là, à savoir les innovateurs conservateurs représentés par la France et l'Allemagne et on va dire le Benelux, ceux qui sont habitués, on va dire, au sujet des Nordiques avec un contrat social très différent du nôtre entre leur population et les pouvoirs publics en termes de santé, les très grands innovateurs à l'est de l'Europe avec tous les pays baltes, l'Estonie, la Slovénie qui ont des super bases de données et qui renforcent leur attractivité, et les pays du Sud, en particulier l'Espagne et l'Italie, qui retransforment leur système de santé pour devenir hyper attractifs, à savoir que la France est derrière l'Espagne en termes d'attractivité des essais cliniques, parce qu'ils ont repensé leur modèle, parce qu'ils ont des normes, et ils ont différentes choses. Et après, quand on parle d'inégalité de l'accès aux soins à travers les cabinets de consultation, il y a effectivement un risque. Il n'est pas à négliger, il doit être dans le débat public, il doit être abordé, mais ça peut être aussi un énorme facteur d'égalité du soin. À l'heure actuelle, aujourd'hui, peut-on parler d'égalité du soin? Non, il y a des déserts médicaux énormes. J'étais chez ma sœur qui est en Mayenne, c'est un désert médical absolu. Voilà, ces cabines de téléconsultation, ces outils d'accompagnement, de pré-diagnostic, pas de pré-diagnostic, mais de pré-accompagnement des médecins, des patients, peuvent permettre aux patients d'accéder à un soin qu'ils n'ont déjà désormais plus accès. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais clôturer cette table ronde. Un grand merci, c'était passionnant. Merci, monsieur le rapporteur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui restent encore sans réponse ou qui donnent plutôt des interrogations, à la fois des inquiétudes, mais également, je dirais, des voies de développement et d'espoir. Voilà, donc je pense que nous continuerons notre cycle autour de ces sujets-là parce qu'on a encore beaucoup d'avancées et je crois que la contribution du Parlement est essentielle. Voilà, un grand merci et puis nous continuons pour les commissaires d'affaires sociales nos travaux. Je vais faire 3 minutes de suspension de séance et nous reprendrons avec le texte sur les retraites agricoles. Je vous remercie. Oui, si, on reste là, on ne bouge pas.